Bonjour à tous. Les Camerounais amoureux du ballon rond sont encore en colère. Les Lions indomptables n'iront pas au Canada, au Mexique et aux États-Unis pour ce qui est du mondial 2026, éliminé par la République démocratique du Congo. Qui prend donc la responsabilité de cette absence des Lions indomptables pour cette expédition? Eh bien, votre émission ici, La République Production de ce lundi, en parle sur son plateau. Et nous aurons justement plusieurs analystes, journalistes également et politologues qui nous rendent visite ce matin. Il s'agit du sujet principal inscrit à l'ordre du jour. Madame, monsieur, bonjour, bienvenue sur Camdis Télévision. Voici l'émission. Voilà, ils sont donc déjà bel et bien sur ce plateau. D'abord, Ambroise Aono Socrate. Ambroise Socrate Aono. Vous êtes le directeur de publication du journal Grand Angle, un journal qui a pignon sur eux aussi au Cameroun. Bonjour et bienvenue sur Camdis Télévision. Bah écoutez, c'est toujours un plaisir renouvelé à chaque fois que je suis invité sur le plateau de Camdis Télévision. Le sujet inscrit à l'ordre du jour dans le cadre de l'émission Ici le Cameroun. Nous allons apporter notre modeste contribution en espérant vraiment que ce que nous allons dire pourra aider la lanterne des millions de téléspectateurs de votre chaîne de télévision. Merci de nous accueillir. Alors, je vous vois en Bordeaux. Qui a pris? Le Bordeaux a pris chez Bleu ou Bleu a pris chez Bordeaux? Bah écoutez, j'ai une façon d'agencer mon habillement. Je ne sais pas qui le Bleu a pris chez Bordeaux, Bordeaux a pris chez Bleu. Quand je regarde ma garde-robe, je me fixe un objectif. Lorsque je finis de prendre mon bain, je regarde ma garde-robe, j'essaie un peu d'agencer les couleurs. Voilà ce que ça donne aujourd'hui. Je suis surpris de te voir également en Bordeaux. On dirait qu'on s'est passé le mot. Et je crois que quand je vois ça, ça reflète une très belle couleur à l'antenne. De toutes les façons, merci d'avoir accepté de toutes les façons notre invitation sur ce plateau. Un autre invité également, Dr Christian Brissoyono, il est habitué également de votre émission ici, La République. Bonjour docteur et bienvenue. Bonjour Monsieur Hippolyte, bonjour à tous les Camerounais et aux téléspectateurs de Camdis TV. Merci pour la confiance renouvelée ce matin. Merci à Camdis. D'accord. Isaac Junior Nouanchok, le jeune homme politique en herbe, je préfère dire homme politique en herbe, qui est sur ce plateau, le dit représentant justement du département d'Umbam et Inubu. Bonjour et bienvenue. Bonjour Hippolyte, bonjour à mes copanélistes, bonjour à vos nombreux téléspectateurs. Vous savez, c'est toujours un honneur d'être invité sur votre plateau. Vous avez une émission exceptionnelle qui aborde les sujets de société, qui donne l'occasion à des milliers de Camerounais, des millions, je voulais dire, d'être édifiés par notre voix. Donc, participer à cet exercice, c'est toujours un plaisir. Merci. D'accord. Et c'est un habitué également de ce plateau, Dr Yannick Nyele Abanda. Il est chercheur, entrepreneur. Il a quand même son bistouri également. Il marche toujours avec son bistouri, oui, son bistouri épistolaire, oui, chaque fois qu'il est sur ce plateau. Bonjour docteur, merci de nous faire l'amitié ce matin une fois encore. Oh, bonjour Hippolyte Nama, bonjour à vous, merci pour l'invitation renouvelée ce matin. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve. Quand je dis vous, je dis également les copanélistes qui sont avec moi sur ce plateau ce matin, mais également particulièrement je parle aussi des téléspectateurs et même de tous ceux-là internautes qui nous suivent au jour le jour, pour ne pas dire chaque jour que le rendez-vous est permis. Donc c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve ce matin, que je suis là ce matin. Merci beaucoup pour l'accueil. Et voilà, je pense que c'est l'essentiel est dit. Vous êtes également habillé, on dirait que vous avez eu des réminiscences de vos vacances à Marseille. Monsieur Président, vous m'arrachez un riz qui me... Bon, le riz fait plaisir. Il faut dire qu'en réalité, il faut s'adapter aux circonstances et au temps. Les circonstances et le temps, c'est que quand nous faisons ce genre d'exercice, nous devons, j'ai envie de dire, au-delà du mot
qui doit être élégant, il faut également être élégant soi-même. D'accord. Si c'est l'habillement de Marseille, tant mieux. Si ça correspond à Marseille, tant mieux. D'accord. Mais pour le moment, nous sommes à Yaoundé et sans doute que voilà, c'est avec beaucoup de joie que voilà, nous venons partager ces éléments avec vous. D'accord. Merci. Je rappelle que nous avons convié à cette émission Fidel Castro Elembe, qui est le team presse des Lions indomptables U15, mais qui s'est excusé à la dernière minute, mais on devrait avoir quelqu'un d'autre sur ce plateau selon sa déclaration pour le substituer. Donc, il devrait parler sans doute pour la voix, il devrait avoir la voix de l'instance fêtière du football. Donc, il est team presse des Lions indomptables U15, on l'a convié sur ce plateau, mais malheureusement, il s'est excusé à la dernière minute. Ambroise Aouan, on va vous accueillir avec justement ce premier sujet-là. Les régionales sont en cours, les préparatifs. Eh bien, le département de la Léquier, sans doute, a lancé des opérations de charme. Hier, le chef de la délégation permanente départementale du comité central, qui s'est entouré des présidents des commissions communales opérationnelles. Aujourd'hui, que peut-on retenir de cette première rencontre, sans doute à mon atelier, chef lieu, j'imagine? Nous sommes en pleine campagne des régionales. Les élections sont fixées pour le 30 novembre prochain. Et il y a eu une grande réunion, il faut dire au comité central, où les présidents des délégations régionales et départementales se sont réunis autour du secrétaire général du comité central du RDPC à l'effet de voir la stratégie, comment mettre en place pour que le RDPC engrange encore les nombreuses places au sein du conseil régional. C'est ainsi que la hiérarchie du parti a donné des orientations. Ce sont ces orientations qui ont été répercutées par les chefs des délégations départementales. C'est le cas d'hier à Monatélé, qui est le chef-lieu du département de la Léquier. Il faut dire que l'élection des conseillers régionaux, c'est une élection, c'est un collège électoral qui doit élire les conseillers régionaux, à savoir les conseillers municipaux. Voilà, et il était donc question d'aller édifier. Vous savez, le RDPC a ceci de particulier, c'est qu'il est en permanence en train de renforcer les capacités de ses militants. Il était donc de bon ton pour le patron politique du département de la Léquier, à savoir le docteur Henri Eyébéa ici, de mobiliser les troupes et leur faire comprendre que nous avons mouillé le maillot lors de la présidentielle. On a vu le score. Déjà, il fallait vous dire merci. Nous avons eu un score évalué à 91,39% sur le nombre de voix estimé à 135 669 par là. Vous voyez que la Léquier a massivement inscrit les électeurs. Et on a eu le pourcentage dont je venais d'évoquer tantôt, à savoir 91,33%. Et le chef de la délégation, le patron politique, qui est le papa politique, on va le dire, il a rassemblé ses militants pour leur dire d'abord merci pour le travail abattu, tout simplement parce que le 6 novembre avait coïncidé avec la prestation de serment du président de la République nouvellement élu. Et à côté de cela, il était question également de leur parler de ce qui a été dit au comité central. La hiérarchie du parti demande, oui, nous avons joué notre rôle, la Léquier continuera à jouer son rôle pour maintenir le président de la République, lui qui vient de prendre un nouveau septennat de grandes espérances. Oui, et c'est pendant ces 7 ans renouvelés par le peuple camerounais, la Léquier qui a joué son rôle continuera à jouer son rôle. C'est pour ça que le ministre a demandé aux militants de maintenir le cap pour que le chef de l'État nouvellement élu, qui est le choix du peuple du département de la Léquier, ce choix doit être consolidé à travers le vote du 30 novembre prochain en ce qui concerne les régionales. C'était également l'occasion de présenter les figures que la Léquier entend envoyer au conseil régional. Vous savez, c'est la deuxième fois qu'il y aura une élection régionale dans notre pays. La Léquier avait envoyé une vague il y a 5 ans, et une nouvelle vague doit aller, même si il y a certains qui ont été reconduits sur la base de ce qu'ils ont fait sur le terrain. Et il y a également de nouveaux visages que nous avons vus
Je prends le cas, par exemple, du préfet, l'ancien préfet du Honkam, Essoa Eloi, vous vous souvenez, il fut également secrétaire général de la communauté urbaine de Yaoundé. Et nous avons vu un certain Ali Manga qui fut chef secteur de douane dans le sud-ouest. Ce sont des figures de la Léké, après avoir mis en œuvre leur expertise à travers le territoire national, doivent venir implémenter cela sur le champ politique dans leur département. Et le ministre leur a demandé de tout faire pour que le développement tant souhaité par la population soit implémenté. Eux qui ont besoin d'être élus au conseil régional. Vous parlez justement comme un reporter, le vœu et entendu peut-être un peu de ressenti. Et également, merci pour ce compte rendu qui montre donc au peuple camerounais et même à la diaspora, au peuple camerounais à l'intérieur et c'est celui de la diaspora, que les régionales ont bel et bien démarré. La campagne bat son plein depuis quelques jours sur le terrain. Depuis le 15 rappelle novembre. que la Léquier, vous étiez troisième sur le plan national pour ce qui est du classement des 58 départements. 267 conseillers municipaux. Malheureusement, 15 sont déjà décédés. Il reste 252 conseillers municipaux et 49 appartiennent au RDPC, 3 à l'opposition, soit 2 pour le PAL et 1 pour le Front des démocrates camerounais, Denis Emilien à Tangana. Alors, docteur Christian Brissoyono, avec vous, on va parler un peu justement d'un sujet qui intéresse les Camerounais aujourd'hui, la politique, l'eau potable au Cameroun. Je rappelle qu'il y a une grande concertation internationale aujourd'hui qui va démarrer au Hilton Hotel de Yaoundé et qui sera sans doute présidée par le ministre de l'eau et de l'énergie. Il est question de mieux réfléchir sur la politique de l'eau potable dans notre pays. Quand vous observez aujourd'hui, est-ce que Yaoundé peut dire qu'il est déjà à l'aise pour ce qui est de l'eau? Merci, monsieur Hippolyte. La question d'eau, vous savez, l'eau c'est la vie. L'eau c'est la vie et aborder cette question relève justement de la vie. Les qui vivent en ce moment avec de l'eau. L'eau au Cameroun, c'est une substance à laquelle les Camerounais souhaitent avoir une pleine vie, on ne peut pas dire que le Camerounais de Yaoundé soit déjà totalement satisfait, mais il est satisfait partiellement. Parce que on ne va pas aussi dire que le gouvernement, parce que poser cette question, c'est jeter un tout petit peu l'anathème sur le gouvernement qui a du pain sur la planche par rapport à cette question d'eau. L'eau, les politiques camerounaises sont naturellement déjà bien avancées avec les adductions d'eau. Le ministère de l'eau et de l'énergie, qui est l'instance fêtière de la chose, se bat au quotidien pour que les Camerounais aient de l'eau. Ce qui fait que vous verrez partout dans la ville de Yaoundé, même dans les localités de Soua, les creusages pour le passage des tuyaux d'eau. Ce qui convoque un certain nombre d'évaluations en termes d'adduction d'eau au Cameroun. Et maintenant, la tenue internationale sur l'eau, c'est une question qui relève plutôt, à un moment donné, d'un droit fondamental pour les habitants de la Terre, pour les habitants terrestres. Vous savez, sans eau, vous ne pouvez pas, même si vous avez mangé, il faut bien que l'eau est un digestif. En sorte que le problème d'eau n'est pas simplement un problème qui est reconnu au Cameroun comme tel, mais le problème d'eau concerne toute la terre entière. Toute la terre entière, lorsqu'on parle de toute la terre entière, on voit beaucoup plus les pays ACP. Les pays ACP qui souffrent d'un sous-développement et d'un sous-développement qui dit sous-développement peut aussi commencer par la malnutrition parce que l'eau est un facteur, est une nutrition, c'est une nourriture, oui, mais une nourriture liquide parce que d'aucuns peuvent ne pas manger, mais lorsqu'il y a de l'eau, ils survivent.
Il y a donc cette conférence au Cameroun et cette conférence appelle les uns et les autres à poser, soit à poser leurs problèmes, soit à évaluer où les politiques d'adduction d'eau sont rendues à ce jour. Et beaucoup de pays y sont conviés. Naturellement, le Sahel qui est une zone, je dirais, beaucoup plus, qui est une zone beaucoup plus sèche. Et il y a de nouvelles politiques, pour pouvoir ramener de l'eau dans ce genre de localité, dans ce genre d'état où il faut naturellement que les gens vivent. Il faut que les gens puissent consommer de l'eau. D'accord. Isaac Nwanchok, on observe quand même qu'ici à Yaoundé, je vais vous prendre, je vous prends avec ce sujet-là. Ici à Yaoundé, certaines artères de la ville commencent déjà à présenter fière allure. On a parlé ici de l'entretien de la voirie urbaine, qui était un véritable serpent de mer, mais on voit quand même que certaines artères ont déjà fière allure. Écoutez, Hippolyte, c'est beaucoup plus une répétition. On dit souvent c'est du déjà vu. Oui. Il faut interroger le contexte dans lequel nous sommes. Nous sommes dans un contexte après des tensions post-électorales qui ont failli virer à une crise. Ces travaux viennent réguler le capital émotionnel camerounais. Donc, on a donc l'impression que le gouvernement, parmi les moyens qu'il a mis en jeu, ça c'est aussi un moyen visible où le peuple pourrait penser qu'il agit paradoxalement. Ça veut dire quoi? Si jusqu'ici, un Camerounais qui roule, c'est-à-dire il y avait des nids de poules partout, des nids d'éléphants, et il voit directement ce changement, il continue à être en colère, c'est sa conscience qui commence à le juger que, mais tiens, tu viens de rouler là sur une belle rue, elle est bien goudronnée, elle est bien tracée, la signalisation, elle est bien représentée et autres. Donc, c'est une stratégie politique du gouvernement, d'abord que de remettre à jour ces circuits, ces rues qui étaient vraiment délabrées. Donc, ce n'est que cela qu'on peut dire. Maintenant, l'État est dans son rôle, peut-être redonner un peu d'espoir aux Camerounais et leur dire, tenez, puisqu'on vous a promis telle chose ou telle autre chose pendant ce septennat, voilà, nous commençons à réaliser. Donc, c'est à féliciter, mais surtout, il ne faut pas s'arrêter là, parce que si c'est après 7 ans que nous devons faire la maintenance des routes, ça va poser un problème. Les Camerounais ne seront heureux qu'une fois tous les 7 ans, donc, en ce qui concerne les routes. Donc, j'appelle au gouvernement d'assurer une meilleure maintenance, une maintenance, c'est-à-dire perpétuelle des routes, pour qu'on puisse vraiment vivre dans une capitale, dans le vrai sens du terme. D'accord. Docteur Yannick Niélé Abanda, nous avons échangé ce week-end avec un élu local, un maire, sur des questions de décentralisation dans notre pays, qui faisait savoir qu'il y a beaucoup de plaintes, beaucoup de pleurs qui se font entendre aujourd'hui, avec des maires qui estiment qu'il y a beaucoup d'administrations publiques qui retiennent jusqu'ici des lignes qui sont les leurs, pour ce qui est des budgets pour pouvoir réaliser un certain nombre de projets sur le terrain. Mais il a fait savoir que lui, il a sa méthode à lui, il n'a plus besoin d'attendre. C'est comme la politique dont on parlait la fois dernière, parti du up-down au bottom-up. Lui, il est parti, il est allé chercher ses partenaires à l'étranger, il est venu leur présenter le potentiel de son territoire, et il y a certains qui sont même venus s'installer et ont commencé à développer des activités qui emploient même des jeunes de sa localité. Est-ce que c'est vers cette option que les maires devraient partir aujourd'hui? Mais je rappelle que si jamais ces derniers optent pour cette voie, eh bien, que deviendront donc les autres dispositions, les lignes qui sont prévues par le Code général des collectivités territoriales décentralisées?
Alors, Monsieur Hippolyte Nama, vous me posez là une question qui me tient à cœur parce qu'effectivement, c'est une problématique centrale dans le schéma du développement du Cameroun. C'est qu'il est question de structurer le développement autour de la décentralisation et donc de la gouvernance locale. Ceci dit, comment y parvenir? Beaucoup de mécanismes sont mis en œuvre au sens desquels ou au rang desquels la dotation générale de la décentralisation ou alors la dotation générale budgétaire qui leur permet de supporter, j'ai envie de dire, les charges qui sont liées à leur organisation et donc à leur fonctionnement. Seulement, cela suppose également qu'il y a eu transfert de compétences. Qui dit transfert de compétences dit par conséquent transfert de ressources. Les requêtes ou alors les plaintes qui peuvent être celles des CTD en termes de lenteur administrative ou alors lenteur de l'État central pour le dit transfert peuvent se comprendre ou peuvent se justifier. Ce n'est pas mon rôle ici, ou alors mieux peuvent s'expliquer. Mais j'aime à dire que, et c'est un bel exemple que vous venez de donner là, c'est que réellement il est question à date pour les collectivités territoriales décentralisées de comprendre que leur destin est entre leurs mains. Et quand je dis c'est entre leurs mains, c'est en termes justement d'outils qu'ils peuvent mobiliser pour parvenir au développement local du fait même justement de leur capacité et donc de leur potentiel. Des outils effectivement sont mis à leur disposition, c'est-à-dire quoi, la capacité pour eux de contractualiser avec des partenaires au rang desquels donc, que ce soit qu'on inscrive cette contractualisation sur le schéma de la coopération décentralisée, qu'on inscrive cela dans le cadre justement des contrats plans ou des contrats de ville, qui sont des outils contractuels, n'est-ce pas, qui sont mis à la disposition des collectivités territoriales pour pouvoir impulser le développement. Que ce soit les partenariats publics-privés, ce sont justement un ensemble d'outils contractuels comme ça qui est mis à la disposition des collectivités territoriales pour pouvoir se développer. Et je pense que c'est effectivement ça que le maire dont vous parlez a essayé de faire. Ceci est très bien, c'est vers ça qu'il faut tendre. Et c'est ce que nous travaillons à expliquer au CTD ou aux maires, ainsi de suite, que voilà les outils que vous devez pouvoir mobiliser. Et pour le faire, il faut connaître le potentiel de la mairie. Vous n'allez pas sur un marché pour vendre quelque chose dont vous ne connaissez pas vous-même la valeur. Cela signifie que une fois qu'une mairie a identifié, a déterminé son potentiel, cette mairie-là peut mieux discuter avec un partenaire qui viendrait en face. Autrement dit, elle sait ce qu'elle va vendre. Et comme elle sait ce qu'elle va vendre, elle va dire, tiens, moi je suis la commune de telle, je ne sais pas moi, où là, voilà le potentiel de chez moi, voilà les projets qu'on peut mener chez moi, quelle est la formule la plus adéquate. D'ailleurs, je vous fais une proposition de formule. On peut y aller au travers justement d'un partenariat public-privé. J'ai la possibilité de le faire, d'en conclure avec vous. Et voilà, ça crée de la valeur, ça crée de la richesse. Ça fait que ça devient vos outils majeurs et non vos outils secondaires. C'est réellement vers ça qu'il est question que les maires comprennent que ça devrait être leur outil majeur, leur capacité eux-mêmes à créer de la valeur au niveau local. La création de la valeur suppose la maîtrise du potentiel et donc de la richesse que nous avons dans nos localités. C'est donc ça qui fait que les pleurs et les plaintes concernant la dotation générale n'auront plus leur place. Et donc, par conséquent, ça va comprimer, ça va complexer ceux qui sont censés justement leur donner ces moyens financiers-là. Pourquoi? Parce que ayant les capacités de pouvoir faire, de créer de la valeur, parce que la légalité, pour ne pas dire la loi leur permet cela, il y a un ensemble de textes qui leur permettent cela. Je parlais tout à l'heure du décret sur les contrats plans et contrats de ville, que ce soit le décret sur la loi sur les PPP. Donc il y a un ensemble d'outils qui peuvent mobiliser, qui donc leur permettent donc de pouvoir se déployer et donc de créer de la valeur. À ce titre-là, donc, ça devient une aubaine pour les CTD en termes de développement. Donc le maire qui n'aura pas pu réaliser cela parce qu'il n'aura pas compris qu'il est lui-même un levier, un facteur de richesse, ce sera un maire qui aura refusé de faire l'école que nous donnons quasiment gratuitement. Autrement dit, d'apprendre à développer sa localité avec les outils que nous mettons ou que la loi a mis à leur disposition. C'est en fait cela qu'il est question de comprendre. Si vous pouvez vous-même être indépendant, pour ne pas dire si vous pouvez vous-même ne plus dépendre d'une certaine dotation, vous voyez que celui qui est censé vous... Ça va devenir un problème même pour lui. En fait, il va réagir comme par honte. Pourquoi? Parce qu'il voit bien que vous ne sollicitez plus. Voyez-vous, c'est comme des relations vraiment familiales. C'est-à-dire quelqu'un qui devrait vous donner quelque chose, à partir du moment où vous avez résolu le problème, il se retrouve honteux. Vous voyez, il faudrait que les maires comprennent ça, qu'ils ont un potentiel particulier. La loi leur permet cela. Les textes en vigueur leur permettent cela. Donc, il faudrait qu'ils regardent à eux-mêmes, qu'ils arrêtent de regarder vers Yaoundé, mais qu'ils regardent véritablement dans leur localité. Quel est le potentiel de ma localité? Qu'est-ce que ma localité regorge? Et cela prouve qu'ils sont effectivement des élus locaux.
C'est-à-dire qu'ils connaissent les problèmes de leur localité. Sinon, à attendre que ça vienne, ça sera souffrir inutilement. C'est-à-dire que ça sera toujours attendre des promesses qui peuvent prendre du temps. Mais on peut impulser soi-même avec le potentiel que nous avons. Impulser donc, et vous verrez. Là, si on vous arrête encore dans cette impulsion, vous comprendrez qu'il y a véritablement une mauvaise foi relativement à la décentralisation. Mais là que vous aurez fait cela, puisque vous avez la possibilité de le faire et que ça va créer de la richesse, ça va créer de la valeur, ça va créer le bien-être au sens matériel du terme dans vos localités, vous verrez que vous serez, j'ai envie de dire, véritablement autonome et donc vous ne serez plus là à attendre. Quand ça viendra, vous direz tant mieux c'est venu. Si ça ne vient pas, vous direz ça ne tue personne et vous avancez. D'accord, il faut donc manger ce que l'on aura créé soi-même, que de créer, je ne sais pas. Non, que de moissonner. Que d'espérer. Voilà, ça dit que il faut créer et manger. manger. Voilà, ne mangez pas ce qu'on a créé. Oui. Ça, c'est le résumé de vos propos. Mais sauf que ça va laisser l'État dans la somnolence. Même si en écoutant le docteur Yélé, oui, qui explique bien, c'est ce qu'on demande aux maires. Les maires doivent créer eux-mêmes leurs propres richesses, leurs propres valeurs. Parce que vous savez, les maires ont maille à avoir ce qu'on appelle les centimes additionnels communaux qui viennent de la... Vous appelez ça quoi? De la banque des communes, le FECOM. Il y a carrément des maires qui somnolent en attendant que tant que ce n'est pas venu, la mairie ne fonctionne pas. La mairie ne fonctionne pas. Mais ça veut dire que soit on a un mauvais maire qui est à la tête de l'exécutif, soit il ne comprend pas pourquoi il est là. Mais maintenant, de l'autre côté, monsieur le docteur, nous devons mettre la pression à l'État. Nous devons mettre aussi la pression à l'État. Nous, pour qui? Les maires? Quand je dis nous les populations, nous appartenons d'abord à une localité. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'appartiens à Mona Télé. On doit mettre la pression à nos exécutifs qui vont transporter nos doléances et faire comprendre que si on ne transfère pas... Tout à l'heure, on parlait des conseillers régionaux. Vous savez, en réalité, quand on parle même de la décentralisation, M. Hippolyte Nama, les États qui se sont développés à travers les régions. Ce sont les régions qui développent leur localité. Mais dans notre pays, c'est totalement le contraire. Il y a 5 ans, beaucoup de gens ont migré vers cette institution de conseils régionaux-là et on leur a imposé, les présidents de ces conseils, on leur imposait d'avoir un budget sur la base de ce qui est resté dans le budget prévisionnel de l'État du Cameroun. On vous dit par exemple, monsieur le président du conseil régional du centre, dans vos prévisions là, mettez 3 milliards par exemple. Et dans les 3 milliards, on ne va pas vous remettre cette somme en main. Vous nous dites ce que vous avez besoin. On va aller acheter l'engin. Si vous avez besoin d'un engin pour développer les différents départements de votre région, vous partez seulement à Tracta. Bon, excusez-moi de prononcer le nom de l'entreprise qui peut fournir. Vous partez juste prendre. Moi, je pense que c'est des choses à ne pas encourager. Si les localités doivent se développer, s'il y a des moyens qu'on doit mettre à leur disposition, ces moyens doivent être disponibles à temps pour permettre à ces gens-là de pouvoir se mouvoir. Où est le mal si vous avez besoin d'un engin et qu'on vous donne un engin? Non, toutefois. Non, quand j'ai parlé engin. Oui. J'ai parlé engin. Vous savez, il y a le budget de fonctionnement aussi. Beaucoup plus quand je vous parle parce que moi j'ai vu un président du conseil régional se plaindre en disant que oui, l'engin est bien. Je vais aller tracer les routes, je vais aller faire ceci. Mais le fonctionnement d'abord même de l'institution, on n'a pas déjà le matériel pour fonctionner. Mais vous partez me prendre un engin, vous me donnez, c'est bien de me donner l'engin, mais mon biotope où je travaille, mon environnement, comment est-ce que je dois me mouvoir et tout. Enfin, je vais juste faire comprendre que l'idée proposée par M. Yélé est bien. Les maires doivent créer eux-mêmes leurs propres richesses, mais tout en frappant la main sur la table pour que l'État transfère les compétences qui sont appelées à envoyer au CTD. Justement, pour ce développement, on dit souvent les thèmes de la décentralisation, la République est sur les territoires sont dans la République.
justement, la République devrait compter sur les territoires que sont des communes. On va prendre donc une transition pour revenir, prendre la thématique centrale inscrite à l'ordre du jour pour cette émission. Ici, la République. Absence des Lions indomptables au mondial américain 2026. Le Cameroun ne sera pas de cette expédition. Les Lions indomptables ont été éliminés il y a quelques jours par la République démocratique du Congo, 0 but contre 1. Alors, la responsabilité mieux, les responsabilités cherche preneur ce matin, c'est donc la thématique inscrite à l'ordre du jour. On va commencer par le docteur Yannick Niélé Abanda. Quel regard jetez-vous sur la formation camerounaise aujourd'hui, l'équipe des Lions indomptables, ces 5 dernières années? Bien, j'avoue que je ne sais pas trop à quel titre il faudrait que je réponde à cette question, qui est une question, j'ai envie de dire, purement... En tant qu'amoureux du ballon rond ou citoyen? Oui, amoureux du ballon rond ou citoyen, ça c'est sûr. Mais aussi, je vais répondre aussi comme quelqu'un qui a une lecture contractuelle de ces choses-là, parce que je suis également un chercheur et donc un spécialiste des questions contractuelles. La lecture que je peux faire, personnellement, s'il faut faire une évaluation, là, je vais me permettre d'une comparaison dans le temps. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les Lions version 2025, comparativement aux Lions version 2010, 2008, machin, bon, on n'a pas besoin d'avoir des lunettes pour bien voir, ou on n'a pas besoin d'être très intelligent. Oui, que bon, il est clair que la qualité de ce qui est produit au plan sportif n'est pas celle qu'on attend, qu'on espère. C'est une question de quoi? De talent? Je ne sais pas trop. Malheureusement, je n'ai pas eu la grâce. J'ai essayé, ça m'a dépassé certainement parce qu'il fallait que je fasse plutôt ce que je fais aujourd'hui. J'ai essayé d'être sportif de haut niveau. Vous êtes honnête, hein? Oui, vous n'avez pas joué à Bordeaux? Non, je n'ai pas. Voilà, il ne faudrait pas dire des choses qui ne sont pas. Voilà. Donc, à observer ce qui se passe vraiment en termes de collectif, en termes de productivité de l'équipe nationale, disons-nous les choses comme telles. Aujourd'hui, le football a des exigences qui sont telles que si vous ne vous préparez pas, vous ne serez pas surpris par votre défaite, votre élimination. La vérité est que lorsqu'on a 11 encrans sur un terrain de football, ces 11 encrans font face à d'autres 11 encrans dans une autre équipe qui, jouant, le meilleur, ce sera celui qui aura marqué plus de buts et donc qui sera victorieux à la fin. Maintenant, lorsque vous faites votre sélection ou lorsque vous produisez vos 11 encrans, il faudrait que celui-ci soit à même, n'est-ce pas, d'affronter l'équipe d'en face et donc de pouvoir être vainqueur. Mais la réalité est qu'à date, lorsqu'on regarde en tant qu'amoureux du football, nos Lions actuels, on ne peut vraiment pas, pour moi en tout cas, c'est mon point de vue, je préfère toujours être très objectif sur ces choses-là, on ne peut vraiment pas rêver. Moi personnellement, je vous donne une anecdote. Moi, quand aujourd'hui je regarde les matchs des Lions indomptables, c'est par accident. Le match de l'autre jour, je l'ai regardé. Pourquoi ça n'attire plus? Pour moi, en tout cas, j'avoue que peut-être à cause des charges que j'ai, de plein de choses que j'ai à faire. Vous n'êtes donc pas patriote? Non, ce n'est pas une question de patriotisme, mais parce qu'il y a aussi d'autres sports que je ne suis même pas. Voilà. Si je ne les suis pas, ils vont dire que je ne suis pas patriote. Non, c'est parce que j'ai d'autres priorités, en fait. Voyez-vous, vous avez 11 bonhommes qui rentrent au stade, chacun d'eux a son contrat, il doit gagner de l'argent. Bon, moi, je me tue à les regarder pendant 90 minutes. Mon Dieu, 1h30 de mon temps qui est si précieux. Pour un résultat qui ne va pas me satisfaire. Vous pensez vraiment que c'est bénéfique pour moi? Non. Pour ma santé mentale, pour mes émotions, ce n'est pas utile. Je préfère donc me concentrer sur quelque chose de plus productif pour moi. Vous voyez un peu, de plus productif. J'ai plein de choses à faire. Je suis un enseignant, je suis un chercheur, entrepreneur. Donc vraiment, je regarde ça par accident et je l'ai regardé, je l'avoue, par accident. D'ailleurs, que la fin du match, je l'ai regardé en mode mute parce que je faisais autre chose, donc je voyais juste les images qui défilaient. Donc ce n'est plus cette équipe des Lions indomptables qui, moi personnellement, m'a fait courir en 2000 de mon quartier à l'époque, j'habitais à Hippogrome, qui m'a fait courir d'Hippogrome jusqu'à Vannes pour aller vers, comment vous appelez ça, vers l'aéroport pour accueillir les Lions indomptables avec la victoire de la CAN. La grande liesse d'ailleurs, la grande liesse. 2000. Vraiment, aujourd'hui, les Lions, ça atterrit à Yaoundé, je ne suis même pas au courant, on dit ça joue. Donc c'est pour vous dire à quel niveau, pour les gens qui sont de ma génération en tout cas, il y a certainement eu une sorte de dégradation en termes de considération. Cela suppose donc qu'il faut réfléchir autour du potentiel, autour des talents, autour des personnes même qui sont sélectionnées dans l'équipe et donc qui sont à même de faire rêver les uns et les autres. Aujourd'hui, je n'ai pas quelques content d'avoir pu observer que
pour le mois d'octobre, par exemple, j'ai eu cette information que Bryan Mbeumo aurait été élu meilleur joueur du championnat anglais, quelque chose comme ça. Pareil pour Franz Ambouanguissa. Voilà, ça c'est quelques individualités, mais maintenant lorsqu'on a associé ça dans un champ collectif, est-ce que ça peut produire les mêmes effets en termes de mois? C'est la question qui demeure. Parce qu'en fait, une victoire dans une équipe suppose qu'il y a, au-delà des individualités, une collectivité, une solidarité qui peut produire un résultat satisfaisant. D'accord. C'est un avis que vous partagez sur le plateau, et le regard de Yannick Niéliabanda. Les regards sont autonomes. Monsieur Niélé a son regard, un regard objectif à son niveau. J'ai le mien. Et mon regard dans cette affaire, c'est quoi? C'est que des dernières 5 années, l'équipe nationale ne représente plus, n'a plus la figure qu'on a eue d'elle d'antan. Au regard des résultats, bien évidemment. Parce que, voyez-vous, les résultats sont fonction de l'organisation. Et je vous l'ai dit une fois, vous avez eu à me poser une telle question sur ce même plateau une fois. Le problème des lions indomptables, le problème des lions domptés. Le problème des lions domptés en ce moment, je l'ai dit, il y a un grand manque de professionnalisme. Peut-être on va venir sur les causes. D'abord, Oui. comment vous regardez l'équipe, vous voyez l'équipe? L'équipe n'est pas bonne, l'équipe n'est pas au beau fixe. L'équipe n'est pas au beau fixe parce que elle n'attire plus. C'est par accident, c'est par amour du pays justement que l'on s'assoit pour regarder, tout en espérant qu'il y aura quelque chose, ou bien tout en espérant qu'il y aura une surprise qui viendrait de là. Mais à dire que objectivement les Camerounais regardent le football parce qu'on a une équipe conséquente qui puisse nous faire mener des batailles, des combats sur la scène footballistique, non, objectivement non. Le regard n'est plus, les lions ne sont plus attirants. Les lions ne sont plus attirants et résultat des courses, beaucoup, à un moment donné, quelqu'un comme moi, j'avais souvent l'habitude de me décarcasser pour aller regarder un match de football des Lions, mais je vous le dis, au jour d'aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est parce que justement, je me serais mis dans certaines conditions qui me permettent de voir le match que je m'assois devant l'écran pour regarder l'équipe nationale camerounaise. D'accord. Isaac Junior Nwanchok, aujourd'hui, je sais que vous avez toujours aimé le football et peut-être même à vos heures perdues, vous le pratiquez tout au moins dans des 2-0 ou même quand vous êtes sorti du lycée également. Comment voyez-vous l'équipe nationale aujourd'hui? D'aucuns ont fait une comparaison entre les Lions indomptables de 2000 avec la Coupe d'Afrique soulevée au Nigeria pour la CAN conjointement organisée par le Nigeria et le Ghana. Il y a l'épopée de 2002, Sikasso Bamako au Mali. Il y a, je pense qu'après cette épopée-là, il y a eu le Gabon aujourd'hui. Est-ce que c'est l'image-là que dégage la tanière aujourd'hui? Est-ce qu'elle fait encore rêver comme à l'époque? Je vais commencer par exprimer le sentiment des Camerounais qui est un sentiment de frustration. Ça s'est vu dans le propos de mes prédécesseurs tout à l'heure. C'est plus un sentiment de frustration. Maintenant, interroger la viabilité de l'équipe camerounaise. Lorsqu'on voit les profils, théoriquement, c'est une équipe qui pourrait gagner le mondial. On parle de théorie parce qu'on a quelques joueurs qui évoluent au haut niveau. On pourrait gagner le mondial? Bien sûr, ce sont des hommes d'abord. Et puis on parle des profils. Bryan Mbeumo. Ça, c'est pas le discours de 2022 qui disait qu'on devait jouer 7 matchs? Non. En réalité, je parle encore des profils sur le papier, dans la théorie. Mais il faudra comprendre qu'est-ce qui fait en sorte que ces hommes qui sont sur le papier, bons, n'arrivent pas à créer une synergie sur le terrain de façon à créer des buts ou alors à empêcher de recevoir les buts. Donc, cela relève d'un manque d'engagement. Les joueurs sont trop, j'ai l'impression, ils sont trop suffisants. On pourrait être tenté très vite de chercher le bouc émissaire dans l'organisation politique du football, administratif et autres, mais il ne faut pas perdre de vue que
ce sont d'abord ces lions-là, ces acteurs même, qui touchent Donc de pour l'argent. vous, ils nous font plus rêver. Donc, en réalité, ils ne justifient pas bien leur salaire. Ils ne justifient pas leur salaire parce que lorsqu'on touche d'aussi gros salaires, d'aussi grosses primes, pour Leur salaire représenter le ou à pays. l'équipe nationale ou en club? Non, les primes à l'équipe nationale. Ah oui, les primes. Oui, Voilà, je, les je primes. parle, c'est oui, ça. je parle des Parce que primes. le salaire, c'est en club. C'est encore, oui. Je parle des primes à l'équipe nationale. Donc, lorsque on met à disposition ces montants colossaux, pour vous, le minimum, c'est que vous puissiez vous donner à fond. On a vu depuis quelques années les Lions indomptables. On a l'impression qu'ils ont plus peur de perdre leur place dans leur club que de rendre fier le drapeau. Cela se voit par une réserve d'énergie dans le jeu. Donc, les joueurs qui courent, ils ne font pas beaucoup d'efforts. Et certaines erreurs payent malheureusement en cash, comme sur l'action qui a causé le but. Peut-être on pourra revenir sur cette rencontre. Oui, certainement sur ce grand loupé. Donc, il ne faut pas forcément trouver le bouc émissaire ailleurs, mais peut-être interroger même l'état d'esprit de ces joueurs-là. Oui. J'aimerais aussi ajouter que avec des joueurs non professionnels, pas forcément, tous n'étaient pas professionnels en 2017, n'étaient pas forcément du haut rang, mais on a gagné une Coupe d'Afrique. Donc vous comprenez que tout se joue au niveau de l'état d'esprit, pas seulement au niveau des profils de façon théorique. On devrait prendre davantage dans le championnat camerounais. Bien sûr, la méthode de Claude Leroy, quand il était... ça peut marcher, ça peut marcher. Ça a même d'ailleurs fait ses preuves, parce que vous prenez un garçon de Mvogada qui joue très bien, et puis une première fois il touche 1 million, juste parce qu'il a bien joué, mais imaginez ce qu'il fera après. D'accord. On rappelle que ça, c'était la méthode de Claude Leroy qui sillonnait les différents championnats du Cameroun, même dans les villages, quand il était entraîneur des Lions indomptables du Cameroun. Ambroise Aono, vous qui fréquentez très régulièrement les bâtiments ou alors les couloirs de la Fédération camerounaise de football, vous frottez un certain nombre d'acteurs de ce côté. Que vous dites-vous là-bas? Est-ce que entre vous, il se dit que, bon, voilà, quand vous voyez notre équipe là, la compétition qui arrive là, on va la remporter haut la main, les Lions indomptables nous font sourire, ils nous font rêver, ou alors vous dites vraiment, ce qu'on veut faire ici, on ne sait pas ce qu'on vient faire là, comme on dit au quartier. Bah écoute, vous le dites si bien. Je parcours les couloirs de la Fédération camerounaise de football, s'il faut répondre à votre question. Oui. J'ai envie de dire qu'ils ne parlent pas football là-bas, ils ne parlent pas football. Ils parlent beaucoup plus conflit, ils parlent beaucoup plus argent, ils parlent beaucoup plus Comment ça, mais c'est le football d'abord qu'on gère là-bas. Écoutez, vous m'avez posé la question, je vous réponds. Là-bas, on ne parle pas de football. Là-bas, on parle des personnes. Là-bas, on parle argent exclusivement. Je pense que l'argent occupe pratiquement 60% des causeries là-bas. Là-bas, on parle des problèmes d'ego. Donc, on ne parle pas du véritable problème, j'ai envie de dire, l'axe qui a permis aux uns et aux autres de se retrouver là-bas, justement. Le football est relégué aux calendes grecques. C'est-à-dire que là-bas, on ne parle pas. Je veux dire quoi? Le football occupe une place occupe la dernière place des causeries. Vous-même, vous voyez, tout le monde est unanime ici que l'équipe nationale ne fait plus rêver. La meilleure dernière performance des Lions indomptables date, on va pratiquement dire, de pratiquement 2014, si je me souviens. 2017. Pas la CAN au Gabon. Ils sont 2017 parce qu'on a gagné cette CAN. Je peux dire, le Cameroun, c'est le consultant de Canal+, qui a souvent l'habitude de dire que il ne peut pas, quand on parle, si on parle du Cameroun devant lui, il ne peut pas donner des éléments avec des chiffres parce que le Cameroun surprend toujours. Ouais. Donc on n'a pas gagné la CAN de 2017 parce qu'on a préparé la compétition. On n'a pas préparé la compétition. On n'a pas préparé même la relève. Et vous connaissez tous les problèmes qui ont émaillé cette compétition cette année-là. On ne comptait même pas sur les Lions indomptables pour gagner. Mais comme le Cameroun... Il y a un reporter de Canal+ qui a dit que le Cameroun est le distributeur officiel des émotions. Exactement, c'est justement, je pense qu'on parle de la même personne là. On parle de la même personne qui a dit
Voilà, c'est un Algérien, il sait pourquoi il le dit, parce que vous savez, lorsqu'on a même joué les qualifications pour la Coupe du Monde 2000 au Qatar, la dernière Coupe du Monde au Qatar, on a joué avec l'Algérie au barrage à Yaoundé. L'Algérie nous a tapé à domicile. On est arrivé là-bas. On était sûr, vous avez vu, on ne pouvait pas imaginer que le Cameroun devait gagner l'Algérie. Donc le Cameroun est vraiment le distributeur des émotions. J'étais disant, nous sommes d'accord que notre équipe nationale bat de l'aile parce que on a connu beaucoup de conflits à la tête de cette équipe, le changement des entraîneurs, ce qui n'a pas permis d'avoir une stratégie de jeu cohérente. Et j'ai envie de vous dire également qu'à côté de cela, les entraîneurs qui viennent ne travaillent pas les mains libres, ce qui fait que celui-là, même s'il vient, ne peut pas élaborer vraiment sa stratégie, disais-je, pour qu'il puisse avoir le statut d'une équipe qui peut aller en compétition. C'est la raison pour laquelle moi, je prie les dirigeants du football camerounais qui connaissent ce métier même plus que d'autres, qui en ont fait leur profession. Pourquoi est-ce que on a une carrière de footballeur, une carrière professionnelle de footballeur, et lorsqu'on vous demande de diriger ce football justement, parce que vous savez, on dit le football est l'opium du peuple. Et vous savez que le chef de l'État ne blague pas avec les Lions indomptables du Cameroun. À chaque fois, à la Grèce, à la Genèse, vous vous souvenez, il a démarré son discours en disant que les Lions indomptables ont fait mauvaise prestation à la CAN en Côte d'Ivoire et qu'il va tout faire pour renouer avec les victoires. Oui. Et l'année suivante, j'ai envie de dire le 10 février de l'année dernière, il a ouvert son discours à la jeunesse en disant que je vous avais promis de renouer avec les victoires et aujourd'hui c'est déjà là. Au moment où nous sommes en train de savourer ces victoires, on est surpris de voir tout ce qui ressurgit, c'est-à-dire on dirait on peut réveiller les vieux démons parce qu'on ne veut pas voir les Lions indomptables être au firmament du football, soit africain, soit mondial. On se retrouve avec des conflits à n'en plus finir. Des conflits, ma foi, j'ai l'impression, n'honorent pas notre pays. Le Cameroun est respecté à l'international parce qu'on a connu des très grands joueurs. Le Cameroun est le tout premier pays à avoir traversé le premier tour de la Coupe du Monde, vous vous souvenez? Et aujourd'hui, le Cameroun, c'est grâce au Cameroun qu'aujourd'hui, la FIFA a permis que 5 pays puissent aller en Coupe du Monde. Aujourd'hui, c'est un peu plus. Je pense que tout ce que nous voyons dans l'univers du football dans le monde, le Cameroun aura participé. Et c'est pour ça que vous allez constater qu'à chaque fois que vous parlez du Cameroun quelque part, soit on vous parle d'Abega Théophile, soit on vous parle de Roger Mila, soit on vous parle de Samuel Eto'o. Parce que ce sont des gens qui ont écrit à lettre d'or l'histoire du football camerounais sur le panthéon de l'histoire, n'est-ce pas? Mais pourquoi aujourd'hui, le dernier nom dont je viens de citer, qui est une légende, on lui a confié la responsabilité, au lieu de s'occuper, au lieu d'implémenter la mission qu'on lui a attribuée, que le peuple camerounais, j'ai envie de dire, parce que vous savez que le peuple camerounais ne blague pas avec le football. Il suffit qu'un Camerounais joue la Champions League. Je vois souvent les mardis et les mercredis, les bars sont pleins, Hippolyte Nama. Tout simplement parce qu'on dit Brian Mbeumo va jouer l'Europa League, Xambo Anguissa va jouer ceci. Tandis que même si le joueur est caché en Azerbaïdjan, où joue Aboubakar Vincent en ce moment, les gars vont fouiller des chaînes qui montrent ces matchs parce qu'on veut voir les Camerounais briller à l'international. Pourquoi il n'y a pas cette cohérence lorsqu'ils arrivent au sein de l'équipe nationale? Je pense que nous allons apporter des éléments de réponse au fur et à mesure. D'accord. Docteur Christian Brice-Oyono, Ambroise Zaono évoque ici l'impact des conflits. Il a parlé des conflits. Est-ce que les conflits observés, on a vu à un certain moment des guerres épistolaires avec des correspondances qui partent de Tinga pour le parc Charles Atangana, des correspondances qui partent du plateau Charles Atangana pour Tinga, c'est-à-dire entre le MINSEP et le président de la Fédération camerounaise de football. Est-ce que
ces conflits, cette situation peut avoir un impact sur le climat au niveau de la sélection nationale de football du Cameroun, les Lions indomptables. Il a parlé également du nombre d'entraîneurs. Je rappelle qu'entre 2010 et 2025, le Cameroun a changé 12 entraîneurs. Oui. 12 entraîneurs. On va parler par exemple de Paul Le Guen, Jacques Songo, Javier Clemente en 2011, Denis Lavagne en 2012, 2012-2013, Jean-Paul Akono, 2013, Volker Finke, 2015, Alexandre Bellinga, 2016, Hugo Bros, 2019, Clarence Seedorf et Patrick Kluivert. Oui. Les deux Oui. que le professeur Félix Ogo avait appelé des playboys en 2020, Antonio Conceição, 2022 des Goberson, et nous avons actuellement Marc Brice Qui est le Belge. qui est en cours de... Voilà, et il y a donc, voilà. Qui est en cours d'être limogé. Voilà. Et dans la foulée, donc, il y a ces conflits entre le ministère des Sports et de l'Éducation physique et la Fédération camerounaise de football. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que ces conflits ont un impact au niveau de la tanière? Monsieur Hippolyte, vous allez vous remarquer que, je vais souligner que vous avez parlé des correspondances qui partent ci et là. J'ai appelé ça dans mon esprit la navette sportive au lieu de la navette parlementaire. La navette sportive que l'on connaît depuis que les deux acteurs sont à la tête des institutions sportives du Cameroun n'honorent pas le peuple camerounais. Ils n'honorent pas le peuple camerounais parce que jamais au Cameroun, on a eu de tels mouvements, un tel bras de fer. On sait, ça a souvent existé, mais celui d'aujourd'hui a un niveau incommensurable. Il a un niveau incommensurable au point où toutes les attentions camerounaises sont braquées vers là, alors que les Camerounais ont de grandes choses à réaliser, de grandes choses à faire. Pour revenir à votre question, c'est dans le conflit qu'on arrange quelque chose. C'est dans le conflit qu'on arrange quelque chose, mais les conflits que l'on a actuellement, quand on regarde, quand on observe, n'arrangent pas cette équipe nationale. Ces conflits proviennent de ce que tout un chacun ne respecte pas la place qui lui est donnée au sein de l'échiquier sportif. Je m'explique. Le président de l'Africafoot sait quelque chose. La chose qu'on lui a apprise, c'est quoi? C'est que l'institution qu'il gère est une institution autonome, est une institution privée au sein de l'appareil administratif camerounaise. Ce qui fait quoi? Ce qui fait que de par cette autonomie, et on sait, l'autonomie, on est toujours autonome par rapport à. On n'est jamais autonome parce qu'on est soi-même. On est toujours parce qu'il y a toujours une certaine connexion, une certaine, comment dirais-je, une certaine comparaison avec une autre institution. Et d'alors, l'Africafoot sait qu'elle est autonome. Et c'est le mot autonome, autonomie, qu'on a beaucoup plus brandi en ce qui concerne l'Africafoot. Sans pour autant expliquer aux Camerounais que l'autonomie que vous voyez, c'est une autonomie qu'on peut appeler une autonomie relative. Parce que l'Africafoot est une institution installée au sein d'un État. Et vous ne saurez avoir la pleine autonomie au sein d'un État donné. Ça, c'est d'un. De deux, maintenant, les appétits sont grands par rapport au ministère, au MINSEP. Les appétits sont grands. Lorsqu'on connaît ce qu'il y a souvent eu comme gain, ce que l'Africafoot dégage comme gain, le Camerounais du MINSEP ne voudrait pas rester à l'écart de... Attends, donc c'est dans la course à la mangeoire? Mais bien évidemment, c'est un problème d'intérêt. C'est un problème d'intérêt. Et les intérêts sont beaucoup plus...
Les intérêts sont à deux niveaux. Les intérêts d'ordre financier, les intérêts d'ego. Il y a aussi un problème d'ego dans cette affaire. Qui est qui? Qui est qui dans l'affaire? Afin que, qui dirige quoi? Qui fait quoi dans l'appareil, dans le circuit MINSEP FECAFOOT? Il y a ce problème. Moi, je suis professeur renommé de droit. Moi, je suis ancien international mondialement reconnu. Alors, il est de bon ton que lorsqu'il s'agit de football, vous devez vous asseoir et prendre les leçons parce que c'est moi l'ancienne gloire. De l'autre côté, moi je suis un féru du droit. Le féru du droit, lui, son problème, c'est de toujours chercher. Parce que vous savez, certaines personnes, lorsque tu maîtrises les questions juridiques, à un moment donné, il devient facile de balader les gens comme vous voulez. Et naturellement, c'est le C'est-à-dire qu'on manipule les textes? On manipule les textes, on les interprète, on fait les textes, comment dirais-je, on les approprie, on s'approprie des textes pour pouvoir mieux attaquer, justifier certaines choses qui ne tiennent même pas la route. Ce qui fait que, résultat des courses, il y a manque de professionnalisme dans la collaboration. Il y a un problème de professionnalisme parce que les uns et les autres ne savent pas exactement quoi faire. Qui manipule les textes? Nous avons d'un côté le ministère, de l'autre côté la fédération. C'est justement ce que je suis en train de dire, que la fédération, le ministère manipule les textes. Pendant ce temps, la fédération veut s'affirmer. Elle veut s'affirmer que c'est moi l'instance qui dirige le football au Cameroun. Entre-temps, le copinage qu'il y a sur les textes de l'État vers la fédération crée un melting pot où la gestion devient très calamiteuse. D'accord. Isaac Junior Nwancho, est-ce que vous voyez aussi un impact au sein de la sélection des Lions Indomptables, un impact issu justement de ces conflits? Oui. Oui, c'est possible, mais pas directement établi. Parce que vous évoquez là quelque chose de très intéressant, l'interprétation des textes selon l'intérêt pour justifier les actions que nous voulons mener. À ce niveau, chacune des parties est dans son rôle, chacune des parties qui évoque un texte quelconque a le droit, c'est légitime. C'est-à-dire qu'aucun texte n'annule l'action de l'autre pendant que le ministère va évoquer les prérogatives de l'État. Samuel Eto'o va évoquer l'article 14 et l'article 19. Ouais, un peu donc. On ne peut pas réellement leur reprocher cela. C'est normal. Mais maintenant, pourquoi est-ce que ça arrive à ce niveau? Il faut dire que la FECAFOOT, ça a toujours été un lieu de gestion. Monsieur Isaac, ce n'est pas un reproche que je leur fais. C'est un constat. C'est un constat. Non, oui, c'est un constat. Il y a toujours eu une certaine opacité dans la FECAFOOT. Voyez-vous combien de comités de normalisation ont été dissous? Combien de problèmes il y a toujours eu dans la FECAFOOT? Donc, moi, j'ai envie de dire que c'est le moindre des problèmes qu'il y a eu dans la FECAFOOT depuis. Contrairement à ce que vous avez dit, qu'aujourd'hui, on a atteint les sommets des conflits. C'est vrai quand même que on a plus, ça fait plusieurs années, on n'a plus vu Abdourahmane Amadou. Exactement. Vous comprenez que peut-être en face, il y a un vrai répondant. Vous allez parler d'ego. Moi, je vais plutôt parler de quelqu'un qui vient pour s'affirmer. Il ne tient que sa Bible, qui est l'ensemble des textes, qui l'autorise à marcher. Parce que Samuel Eto'o ne va pas agir contre les textes. Peut-être s'il agit, c'est contre les textes du ministère. Mais il se rassure toujours qu'il est en droite ligne avec les textes de la FIFA. C'est pourquoi il va toujours les évoquer. Donc lui, il reste légal? Oui, il reste légal. Même le ministre reste légal. Oui, pourquoi? mais bien sûr, le ministre reste légal dans l'institution républicaine. Samuel Eto'o reste légal dans l'institution sportive. Oui, internationale. Oui, ou internationale. Donc les deux. Dit maintenant que cela crée un gros problème, oui, au niveau de l'administration. Au niveau de l'administration, dans la mesure où
le coach, récemment, Marc Brice, qui avait choisi de s'allier avec le ministère, il avait pris son camp dans un problème qui ne le concernait pas. C'était là les prémices de son échec. Parce que un coach qui vient pour coacher, pardonnez la tautologie, pour former ses joueurs, pour les entraîner, et il choisit un camp, soi-disant, ce sont eux qui m'ont recruté et tout, au lieu de se concentrer. Est-ce qu'il y a un rapport entre le choix d'un camp et la production du jeu? Oui, bien sûr. Parce que s'il fait le choix d'un camp, ça veut dire qu'il est sujet aux interventions de ce camp-là. Or, le ministre peut venir lui donner des instructions qui sont contraires à la politique que la FECAFOOT veut implémenter. Cela va donc créer un certain choc qui peut être répercuté sur les joueurs dans la mesure où le coach, le sélectionneur, plusieurs fois a justifié, les Lions sont arrivés en retard, il y a eu tel blocus, les hôtels n'ont pas été réservés, Samuel Eto'o a dû payer l'hôtel lui-même. Et tout cela, il y a un regroupement à Douala, non, c'est plus voilà. Yaoundé. C'est au niveau organisationnel qu'on peut, on peut trouver la cause de l'impact de ces mauvais résultats sur le terrain. D'où le manque de professionnalisme. Voilà. Au niveau du coach, parce que les joueurs, eux, j'ai l'impression, ils restent professionnels. Ils restent professionnels, ils suivent qui? Le coach. Parce que dès le moment où le coach est installé, même le président de la FECAFOOT ne peut plus le supplanter pour donner les instructions aux joueurs. Le professionnalisme, le professionnalisme auquel je fais allusion interpelle beaucoup plus la FECAFOOT et le MINSEP, et non les joueurs. À mon sens, ils sont restés professionnels. On va pas mâcher les mots. Hein. J'ai l'impression qu'il y a un petit jeu là. Entre les deux. Oui. En 30 secondes, on va passer la parole à Yannick. Les autres veulent embrouiller les téléspectateurs qui sont en train de nous regarder. Mon frère, quand tu veux donner, tu dis que celui-ci a raison, tu lui donnes raison. Non, si l'autre a tort, tu dis que l'autre a tort, n'est-ce pas? Il dit que lui, il a raison. J'ai envie de vous dire quelque chose. Il faut que vous compreniez ça une fois pour toutes. La FECAFOOT n'est pas une instance qui est au-dessus de l'État. Parce que la FECAFOOT est attachée avec la Fédération internationale de football association. Jamais de la vie. Évitez de... Non, vous voulez faire... Vous dites que... Elle est autonome, ça suffit pas. Non, la FECAFOOT n'est pas autonome. Hein? La FECAFOOT n'est pas autonome. Je vous parle de ça. Je vous dis ça. Non. La FECAFOOT n'est... Non, c'est reconnu. Écoutez, s'il vous plaît. C'est reconnu que les associations sportives affiliées à la FIFA ont une autonomie. Vous comprenez? Sur la base d'un certain nombre de choses. Mais sauf qu'il se trouve que l'État du Cameroun éjecte de l'argent à la Fédération camerounaise de football. Quand on parle d'autonomie, l'autonomie, c'est qu'on peut s'auto-gérer. On n'a pas besoin de l'État pour un certain nombre de choses, pour un certain nombre de problèmes. Vous ne pouvez pas aimer, vous ne pouvez pas détester. Je veux dire quoi? Si vous décidez de ne pas respecter les principes de l'État, vous n'acceptez pas leur argent. Vous n'acceptez pas l'argent. C'est vous qui demandez de l'argent à l'État, mais c'est vous qui ne voulez pas vous conformer à celui... Non, s'il vous plaît. En signant avec la FIFA, l'État connaissait les textes en connaissance de cause que... Écoutez, vous savez pourquoi les gens racontent un peu du n'importe quoi en disant que si il n'y a pas Assemblée Générale d'élection, on reviendra, le Cameroun est passible d'une suspension et tout. Non. C'est faux? C'est très faux. Non. Je vous dis que c'est très faux. Puisque regardez, écoutez, c'est pas la première fois qu'il y a ce conflit entre la FIFA et le ministère, veut dire l'État du Cameroun. Parce que quand on parle du MINSEP, c'est l'État du Cameroun. Et ce n'est pas la première fois. Et à chaque fois, quand la réponse de la Fédération internationale de football association arrive, ça vient avec des termes bien codés. Vous vous souvenez de la dernière lettre de la FIFA? Cette lettre demandait à la fédération que si vous voulez être autonome, comme vous le dites, allez d'abord régler l'article tel et tel et tel qui vous lie dans une convention qui a été bien signée, bien élaborée entre les deux parties à l'époque. Samuel Eto'o n'était pas encore président de la Fédération camerounaise de football. Et le monsieur qui a écrit ce texte, qui est une convention entre la Fédération et le MINSEP, c'est le professeur Joseph Orona. En 2014. C'est un constitutionnaliste.
C'est lui qui a écrit les textes même qui régissent la constitution camerounaise. Vous savez pourquoi J'ai ce deux texte est- choses. D'accord. J'ai deux choses fondamentales. J'ai deux choses. Non, écoute. Non, le débat n'est pas entre Écoutez, vous. je vais juste te conclure. Oui. Tu peux pas me refuser ça. Il y a deux oui, choses. oui, Il y a deux choses fondamentales que je dois vous dire, mon cher docteur. Non, je ne suis pas encore docteur. Voilà, c'est tout le mal que je vous souhaite. Si il y a deux choses, disais-je, soit Eto'o n'écoute pas son conseil juridique, soit Eto'o ne comprend pas lui-même les textes qu'il a en sa possession. Non. Vous ne pouvez pas. Vous ne Non, pouvez on va pas. pas, on va pas. S'il vous plaît, vous ne pouvez pas dire. Vous ne pouvez pas dire. Oui. Vous ne pouvez pas envoyer une lettre au ministère que on a besoin de 2 membres du MINSEP pour l'organisation de l'Assemblée générale élective, qui veut d'abord se passer dans un cafouillage total. Non, vous On ne peut pas plusieurs sortir. choses à la fois maintenant. Oui, je vous dis. Bon, hein, Je vais dire, est-ce je que vais leur dire, rôle- non, on je va vais dire, revenir, est-ce que on va leur revenir, on va absence- revenir. c'est pour faire comprendre que le plan de la fédération, revenir dessus. le plan de la Je suis fédération très est passionnant. totalement incohérent. Il est incohérent oui, l'angle pris et est ça très ne sert à passionnant. rien de venir Docteur faire Yannick semblant. Guédé Abanda. Le ministère pas tort, le Oui, ministère oui. pas raison, C'est Samuel, très passionnant. On va la FECAFOOT a revenir tort, dessus. la FECAFOOT a raison. D'accord. Ça c'est un jeu de ping-pong qui n'a pas de place. Docteur Yannick Niélé Abanda, le climat sur ce plateau montre qu'il y a vraiment problème. Est-ce qu'au niveau de la sélection des Lions indomptables du Cameroun, il y a cet impact-là qui peut venir des rapports entre l'instance fêtière du football et le ministère en charge des sports et de l'éducation physique? Oui, monsieur Hippolyte Nama, vous me posez des questions qui, je préfère vous le dire, m'embarrassent beaucoup. Parce que nous parlons de quelque chose qui a tendance à susciter les émotions, c'est le football. Oui. Or, j'ai un défaut, c'est que je suis quelqu'un qui n'a pas l'art d'exprimer beaucoup les émotions. Pourquoi? Parce que en réalité, le contrôle des émotions est fondamental chez moi, à savoir que, voilà, j'évite vraiment ça, j'évite ça. Le sujet du football, vous parlez de ça effectivement. Est-ce que la sélection d'un entraîneur et donc les dysfonctionnements qu'on semble observer dans le rapport entre la FECAFOOT et le MINSEP peut avoir un impact sur la productivité de l'équipe nationale? Oui, c'est une hypothèse, c'est possible. Hein? C'est possible, c'est une grille de lecture. Pourquoi? Parce qu'il faut bien se dire qu'aucun des footballeurs qui est appelé à l'équipe nationale, aucun de ne travaille au MINSEP ou à la FECAFOOT. Ce sont des professionnels qui jouent dans des clubs et qui gagnent là-bas. Pourquoi? Quand ils jouent dans leur club là-bas, ils gagnent. Ils marquent des buts. Vous voyez un peu? Parce que si c'était ça, ça veut dire que même dans leur club, ils allaient être incompétents. Ils allaient dire non, comme on a un problème au pays, vraiment dans mon équipe, ça les a désaffectés jusqu'à ce niveau. Mais ils font la part des choses. C'est-à-dire qu'il y a évidemment une part des choses à faire entre, je l'ai dit, les 24 ou les 25 appelés et non les 11 ancrants qui vont jouer. Et maintenant, ce qui se passe au plan, entre guillemets, administrativo-technique. J'ai envie d'évoquer ici 4 angles d'analyse ou 4 éléments essentiels. Le premier angle d'analyse que j'ai envie d'avoir, c'est celui du rapport contractuel qui lie l'entraîneur actuel à l'État du Cameroun et donc à la fédération pour laquelle il travaille et à laquelle il a des comptes à rendre. Pour questionner le fait de savoir à qui est-ce que revient la responsabilité, parce que vous avez dit la responsabilité cherche-preneur, à qui est-ce que revient la responsabilité de n'avoir pas qualifié l'équipe nationale? Elle revient au MINSEP, elle revient à la FECAFOOT ou elle revient à l'entraîneur? Lequel sera viré s'il faut virer quelqu'un? Qui a signé une convention avec qui? Et qu'est-ce que cette convention indiquait en termes d'obligation? Je le dis pourquoi? Parce qu'il faudrait que nous ayons ce regard lucide, parce qu'il me semble qu'on a eu ce regard lucide lorsqu'il fallait parler des autres entraîneurs, et notamment de nos confrères Rigobert Song. On a été très dur avec lui, sauf que Rigobert Song vous a qualifié pour la Coupe du Monde. Rigobert Song vous a fait gagner un match de Coupe du Monde après 20 ans sans l'avoir gagné, parce que vous avez justement défilé avec, comme vous l'avez indiqué tout à l'heure, plein de 15 coachs que vous avez remplacés. Mais on a estimé que comme on n'a pas pu faire plus que ça, il fallait le virer comme si, voilà, on l'a viré. Qui a viré? Celui qui a recruté apparemment. Recruté? C'est l'État du Cameroun apparemment qui l'a viré. Recruté? Je ne sais pas, on l'a viré. Il a été viré, vrai ou faux? Vrai. C'est pour dire que à date là, moi ce que je voudrais qu'on questionne véritablement, c'est le rapport contractuel. Et donc on pose les bases. Quel était l'engagement que nous avons avec M. Marc Brice? Quel était le contenu de son contrat en termes d'engagement? Marc Brice devait-il qualifier l'équipe du Cameroun au mondial?
Si oui, s'il ne qualifie pas, qu'est-ce qui allait advenir? Marc Brice devait qualifier l'équipe du Cameroun à la Coupe d'Afrique? Si oui. C'est-à-dire, on apprécie vraiment, allons sur des données objectives Oui, pour que nous vrai. soyons, voilà, Oui. pour qu'on puisse voir. Là, ça nous permettra de savoir est-ce qu'on continue nos collaborations avec ce monsieur? Est-ce que, voilà. Parce que, voyez-vous, le football, bizarrement, au Cameroun, fait partie de l'un des rares secteurs où, effectivement, il peut y avoir beaucoup de conflits d'émotions, mais aussi où, étrangement, lorsqu'on veut recruter une expertise là-bas, on n'a pas forcément tendance à regarder sur les éléments de fait d'armes. Mais un jeune veut trouver un travail quelque part, on lui demande son expérience professionnelle. Mais au football, on peut, étrangement, moi j'ai l'impression que le Cameroun est le seul pays au monde où on peut recruter un coach de football sans s'être assuré qu'il a des faits d'armes. C'est-à-dire, on dit que le Cameroun, c'est un test pour toi. Et maintenant, ça gonfle son CV pour dire que j'avais entraîné l'équipe du Cameroun, ainsi de suite. Bon, ça, c'est pour le rapport contractuel. Moi, je me dis donc à ce niveau-là, vraiment, soyons objectifs. Regardons ce que ce monsieur devait faire. Est-ce qu'il l'a fait? Tant mieux. S'il ne l'a pas fait, qu'est-ce qu'il advient? Le contrat qui le lie à l'État du Cameroun doit pouvoir apporter un élément de réponse. Le deuxième élément de réponse, d'une analyse que je voudrais avoir vraiment sur le rapport qui peut donc avoir un impact sur les résultats des Lions indomptables, c'est celui de la valeur marchande entre le ministre des Sports, le professeur Moulay Kombi, et le président de la FECAFOOT, M. Samuel Eto'o. Vraiment, soyons sérieux. Dans un pays qui a des considérations économiques, et moi je préfère avoir cette grille de lecture, quand je parle de valeur marchande, vous ne pouvez pas poser sur une balance M. Samuel Eto'o et M. Le professeur Moulay Kombi en termes de valeur marchande au plan camerounais, en termes de rapport, ce que ça rapporte, ça ne peut pas donner. Vraiment, c'est pas parce que nous sommes La balance va peser là? La balance va forcément peser du côté de Samuel Eto'o. Pourquoi? Parce que en fait, c'est une valeur commerciale qui a plus de résultats pour le Cameroun. Donc c'est quand on n'a pas compris ça, qu'on rentre dans des considérations. J'en viens là au troisième point. La valeur marchande. La valeur marchande en termes de représentativité, c'est comme si vous allez demander qui se souvient. L'image marketing. Bien sûr, qui était le ministre des Sports en 90 lorsque le Cameroun a fait les exploits qu'il a fait? On se souvient de lui? Non, on ne se souvient pas de lui, on se souvient de Roger Mila. Vous comprenez? Ça, ce sont des données réelles sur lesquelles il faut aller. On se souvient aussi de Félix Toyemba. Ça, c'est pour le Camerounais qui est cultivé. Je vous dis, demandez ça au Camerounais basique, demandez ça en français, demandez ça en américain. Vous comprenez? Ce sont des éléments sur lesquels il faut s'appuyer pour avoir des analyses qui nous aident à avancer pour un pays qui veut se développer au plan économique. Parce que le sport, il se trouve que le sport est un levier, j'ai envie de dire, de rentabilité ou alors un levier d'apport. C'est pour ça que je parle de valeur marchande. Maintenant, quand j'ai terminé de le dire, je voudrais prendre maintenant cette fois-ci la posture justement administrative de monsieur le professeur Moulay Kombi pour dire, à mon homme la vie, c'est un monsieur, c'est certainement un aîné pour Samuel Eto'o, un papa. Je ne pense pas qu'il était besoin, il était nécessaire qu'on advienne à tout ce qu'on a vu là. L'ANMI qualifié de navette, c'est-à-dire la navette sportive. Vraiment, est-ce qu'on a besoin de ça pour un pays comme le nôtre où nous sommes tous des Bantous? Je ne pense pas. Vraiment, en termes d'élégance, voilà, on n'a pas besoin de ça. Si même j'ai des cours de droit, moi je ne peux pas discuter des questions de droit avec mon étudiant de niveau 1. Vraiment, là-bas, ça ne fait pas l'objet d'un débat. Pour moi, lui, vraiment, ça ne fait pas l'objet d'un débat. C'est dire qu'on aurait pu procéder autrement, qu'on aurait eu d'autres éléments de réponse ou alors une autre forme de rapport. J'ai même envie d'insister en disant que pourquoi est-ce que le football semble être, parmi toutes les fédérations sportives qui existent au Cameroun, pourquoi ça semble être la seule fédération qui fait l'objet d'une telle focalisation en termes de questionnement de son fonctionnement, de son organisation? Ça fait quand même réfléchir. L'un des éléments de réponse qu'on peut trouver, c'est justement le fait que le football, ça génère beaucoup d'argent. Le football, ça suscite beaucoup d'émotions. D'ailleurs, vous avez vu que plateau était chaud là tout à l'heure. Hein? Sur le football, c'est l'image marketing du Cameroun. Ça fait qu'à ce niveau-là, moi, j'aboutis à un quatrième point d'analyse, c'est celui de la décolonisation mentale des Camerounais. La décolonisation mentale des Camerounais, pour moi, c'est en termes de logique d'import-substitution des ressources humaines. Vous voyez, au Cameroun, on parle d'import-substitution quand il faut parler de marchandises, quand il faut parler de produits, produisons ce que nous consommons. Mais peut-être que pour le sport aussi, produisons ce que nous consommons. Autrement dit, il faudrait que nous puissions nous retrouver avec au Cameroun à la tête des équipes des Camerounais véritablement. Parce que moi, je ne suis pas sûr que la Belgique peut recruter un Camerounais comme coach. Je ne suis pas sûr que la France peut recruter un Camerounais comme coach. Essayons un peu de nous décoloniser. Et mettons à la disposition de ces Camerounais-là qui peuvent coacher l'équipe camerounaise les mêmes moyens que nous sommes capables. Oui, que nous sommes capables, effectivement, que nous sommes capables de mettre à la disposition des expatriés pour lesquels la lecture des CV ne fait pas l'objet d'une rigueur particulière. Monsieur, c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'en réalité, moi je considère que tous ces éléments-là
vont nous permettre, lorsqu'on aura pu apporter des éléments de réponse à ces éléments, à savoir que nous réfléchissons véritablement sur le rapport contractuel en termes de contenu. Qu'est-ce que devait faire qui et qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a produit les résultats qui étaient attendus? On aura des éléments de réponse. Est-ce que les moyens qui devaient être mis à sa disposition ont été mis? La preuve en est que le Cameroun a joué tous les matchs de qualification qu'il devait jouer, donc ça veut dire qu'on peut logiquement penser que les moyens ont été mis à disposition. Mais est-ce que le résultat en face est celui qu'on espérait, qu'on attendait au regard de l'engagement contractuel? Je pense que ce n'est pas ça. Du coup, moi qui suis contractualiste, je dis, nous sommes là dans un rapport déséquilibré. C'est l'État du Cameroun qui perd. Et quand je dis l'État du Cameroun qui perd, c'est qu'en réalité, tout le monde s'est fait la maille. Tout le monde s'est fait son fric. Tout le monde dans les commissions, les gens se sont fait leur fric. Tout le monde s'est fait son fric. Même au MINSEP, à la FECAFou, tout le monde s'est fait sa part parce que tout le monde a été payé, y compris le coach. Mais les gens qui ont perdu, c'est l'État du Cameroun. Ce sont les Camerounais qui sont aujourd'hui émotivement affectés avec des frustrations. C'est l'État du Cameroun parce que de l'argent a été dépensé pour une histoire où on ne voit pas la suite. C'est pour cela que j'ai envie donc de dire qu'il faut véritablement interroger le rapport contractuel. Ça veut dire que moi, je préfère transcender les considérations individuelles qui vont concerner M. Mouele Kombi, M. Samuel Eto'o. Mouele Kombi, qui je suis presque sûr, ne sera pas dans quelques mois ministre encore des Sports. Voilà, donc il faut vraiment, il faudrait qu'on soit au-dessus de ces considérations. Monsieur Pauline Nama, qu'on soit au-dessus de ces ne va pas jouer avec les mots. Il va dire que... Non, c'est pas un jeu avec les mots. C'est pas un jeu avec les mots. Il veut jouer avec les mots. Et les Camerounais ont là d'être j'ai été coupé, monsieur Pauline. Vous êtes d'accord? Écoutez, non, 30 secondes, vous allez chuter quand même. même. Vous allez chuter. Les Camerounais ont là d'être très changeants. Aujourd'hui, je suis surpris d'entendre que c'est l'État du Cameroun qui a nommé Rigobert Song. Je suis surpris. Non, je n'ai pas cet élément d'analyse de manière fixe. Quand je dis ça, c'est pour dire que... Oui, moi, je suis dans une analyse... Vous avez dit que c'est l'État du Cameroun qui a nommé Rigobert Song. Je pense que ce n'est pas ça c'est pas ça mon débat. Mon débat, ce n'est pas qui a nommé qui. Oui. Mon débat est sur là. J'ai bien dit, j'ai grille d'analyse numéro 1, le rapport contractuel en termes de productivité. Je ne me préoccupe pas des questions liées à qui a nommé qui. Ça ne m'intéresse pas. C'est trop basique. Moi, on souhaite que vous précisiez que Rigobert Song a été recruté par la fédération. Tant mieux, s'il est recruté par la fédération, ça veut dire que la fédération a le droit de recruter alors. La fédération, attends, la fédération a le droit de recruter. Il y a état d'urgence. Il y a état d'urgence. Et sur le chef, je vous dis la vérité. Non, je préfère être clair là-dessus. Je préfère être clair là-dessus. Monsieur Hippolyte Nama, lorsque vous donnez les responsabilités à votre enfant à la maison, vous lui dites que quand je ne suis pas là, vous pouvez me remplacer. Lorsque cet enfant ne respecte pas ce que vous lui avez donné comme principe, vous êtes obligé de brandir le bâton, soit de brandir le bâton de commandement, soit de le mettre de côté et vous positionner et prendre votre place en tant que chef de famille. C'est ce que l'État est en train de faire en fait. C'est ce que l'État est en train de faire avec ce qui se passe dans la fédération. Je vous dis encore et je réitère que la fédération n'a pas une autonomie. C'est moi qui avais la parole, monsieur. La fédération n'a pas... Peut-être que vous allez reprendre ce temps. Vous allez reprendre ce temps tout à l'heure. On va vous repasser la parole. Poursuivez Yannick Niéli Abanda. Oui, il vous reste une minute. Oui, je préfère le dire vraiment en une minute. Je l'ai dit. Moi, mon raisonnement, mon cher frère Ambroise, mon raisonnement transcende les considérations individuelles. Non, personne ne parle de personne. Oui, en fait, laissez conclure. Quand je le dis, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que je ne me préoccupe pas particulièrement de qui recrute qui paye qui a limogé qui ne limoge pas qui. Moi, ma question est plus républicaine. Je crois que votre émission s'appelle ici La République. Oui. Ma question est plus républicaine en termes de questionnement de la valeur contractuelle. Parce que là, je suis sûr que ce sont des milliards qui sont perdus. Monsieur, mon chef Ambroise, j'aurais souhaité qu'on me donne ces milliards. J'aurais développé mon entreprise. Vous comprenez par exemple? C'est pour dire qu'à date là, mon questionnement sur... Je ne veux pas rentrer, et tout à l'heure le docteur Ouyono disait et parlait de ça, je ne veux pas rentrer sur le ping-pong des questions juridiques. Je préfère... Parce que si je rentre dans ce ping-pong, je suis sûr qu'on ne va pas s'en sortir. Et je sais que plus tard, il y aura des réactions émotives. Non, ça ne m'intéresse pas. Moi, je reste sur des considérations économiques relativement à un rapport contractuel. Parce que mon travail, c'est aussi un contractualiste. Maintenant, c'est la FECAFOOT, parce qu'aujourd'hui, ici, c'est la FECAFOOT qui recrute. Hier, ça crée un désordre qui ne peut pas produire un bon résultat. Donc je dis, si nous questionnons véritablement le contenu contractuel, qu'on mette sur la table les dispositions contractuelles qui engageaient M. Marc Brice et qu'on regarde, est-ce que les moyens conséquents qui étaient nécessaires pour qu'il mène cette action ont été mis à disposition, et quel est le résultat auquel on a abouti. Si le résultat n'est pas convaincant alors qu'on a mis des moyens, ça veut dire que l'État du Cameroun a perdu.
L'état du Cameroun au plan économique, l'état du Cameroun au plan social et donc de sa population qui aujourd'hui est frustrée. Non, tout le monde est d'accord. Voilà, donc ça, c'est ça ma question. C'est pour cela que moi, j'aurais souhaité, et c'est un conseil que je peux donner comme ça, même s'il vaut ou qu'il ne vaut pas, que moi, j'aurais souhaité proposer à monsieur le ministre des Sports pour dire que véritablement, il n'aurait pas eu besoin de rentrer dans ce jeu de ping-pong. Lui qui est un professeur de droit. C'est-à-dire quoi, on aurait pu régler ces problèmes entre le Camerounais d'une autre manière. La preuve, nous parlions il y a de cela quelques temps ici des questions politiques avec la présidentielle. La démarche n'a pas été celle du ping-pong. Pourquoi? Parce que lorsque vous estimez donc que vous occupez une posture d'autorité, vous ne rentrez pas dans des discussions de bas étage. Moi, j'appelle ça comme ça. Si vous rentrez dans les discussions de bas étage, ça veut dire que vous êtes au bas de l'échelle. C'est ce que ça veut dire. Ça, c'est mon point de vue. Je peux me tromper véritablement. Oui, c'est pour cela qu'on peut, voilà, c'est pour cela qu'on peut dire que lorsque vous allez dans un ruisseau, ça c'est un petit proverbe de chez nous, et que vous êtes déshabillé, vous êtes rentré dans ce ruisseau, vous lavez, et un bonhomme passe, il ramasse vos vêtements, cette personne est estimée comme étant démente. Pourquoi vous avez besoin de poursuivre cette personne pour dire je récupère mes vêtements? Si vous poursuivez cette personne, vous devenez plus démente que la personne. Vous comprenez? Vous prenez une poursuite, vous dites que vous n'êtes pas dément. Mais pourquoi vous vous comportez comme un dément? Ça devient un problème. C'est pour cela que moi je préfère rester sur des lectures objectives. Parce que ce que je dis aujourd'hui, je suis sûr que ça va valoir dans 20 ans. Moi, je préfère toujours parler dans les perspectives. Parce que je ne regarde pas les individus. Je ne mange pas chez Mouelé Kombi, je ne mange pas chez Samuel Eto'o, je ne les connais pas, je ne les ai jamais salués. Mouelé Kombi a été mon professeur à l'université, il m'a donné quoi international public. Mais nous ne sommes pas des copains. Voyez-vous, aujourd'hui, je suis également un enseignant, je peux aussi en dire quelque chose en gros à un étudiant, mais cela ne veut pas dire que je suis copain à cet étudiant. C'est pour dire que ma lecture aujourd'hui est une lecture de quelqu'un qui se questionne autour du contenu contractuel, ce que ça produit. Est-ce que ça produit un résultat? Est-ce que maintenant, parce que vous avez dit la responsabilité cherche preneur. Qui est donc le preneur de la responsabilité? Parce que la responsabilité suppose que quelqu'un doit répondre de quelque chose. Et c'est pour ça que je dis, lorsqu'une équipe n'est pas qualifiée, qui répond? Le coach. La faute à qui? Le banc de touche d'abord. Mais sur le banc de touche, nous sommes d'accord. Il parlait des clauses contractuelles, monsieur Hippolyte Nama. On vous donne une feuille de route. Vous devez qualifier les Lions à la CAN, à la Coupe du Monde. Oui. Il vient, il implémente sa philosophie de travail, sa stratégie. À un moment donné, alors que le sélectionneur est dans sa vision et dans son implémentation, il est bloqué. Il est bloqué. N'a-t-il pas sélectionné les joueurs qu'il devait sélectionner, qu'il voulait sélectionner? S'il vous plaît, pour qu'il en arrive même à ce niveau, ça a été très difficile. Ça a été très difficile parce que on ne parle pas. C'est vous qui parlez, c'est vous avez parlé tout à l'heure. Permettez-moi de dire ce que je sais et ce que je pense. À un moment donné, il y a eu des noms des joueurs qui voulaient lui être imposés. Je peux vous le dire. Et le coach a dit qu'il ne voudrait pas un certain nombre de personnes dans son précaré, dans son banc de touche. Ça veut dire quoi? Dans son vestiaire. Oui. Ça a créé ce que ça crée. Le sélectionneur est sous la responsabilité de la FECAFOOT. C'est normal. C'est normal. L'État met à disposition à la FECAFOOT, comme c'est le cas de Marc Brice. Ça a été le cas même de Rigobert Song, mais sur proposition de la fédération. C'est la fédération qui propose à l'État de nationaliser le banc de touche des Lions Indomptables. L'État accorde, dit oui, monsieur le président, on vous laisse travailler les mains libres. On n'a pas eu des résultats. Je suis un peu gêné. On n'a pas eu des résultats. On n'a pas eu des résultats. S'il vous plaît, ne jouez pas à ce petit jeu. C'est vous-même qui avez demandé. C'est vous-même qui avez demandé. Non, c'est vous-même qui avez demandé que Rigobert soit enlevé. C'est le peuple camerounais. Non, jamais. Non, écoutez, non, monsieur le docteur, si vous jouez, si vous jouez à ce jeu, on vous a dit tout à l'heure qu'on était qualifié pour la Coupe du Monde de façon in extremis. On ne s'attendait pas. C'est la qualification. C'est la qualification. Mais on a été qualifié pour la CAN comment en Côte d'Ivoire. On a été qualifié de quelle façon? On a eu trop de difficultés pour se qualifier. On s'est qualifié pour le Maroc. Dans quelles conditions? On s'est qualifié bien avant parce que l'entraîneur avait les mains libres. Mais on lui a retiré. Parce que, je vous dis que c'est un professionnel de football. C'est lui qui gère le football camerounais professionnel.
Nous ne parlons pas, je ne juge pas la personne. Entre la CAN Je vais dire, à CAN au Maroc et je dis ceci. Les conditions de qualification de la CAN en Côte d'Ivoire étaient extrêmement difficiles. Extrêmement difficiles. Maintenant, la qualification, si on peut dire que, s'il faut comparer le travail des deux coachs, Marc Brice a qualifié les Lions indomptables à la CAN au Maroc sans difficulté. Et au moment, il est en train d'implémenter sa vision, patatras, il est bloqué par quelqu'un qui est professionnel et qui connaît très bien que lorsque telle personne est bloquée ici, voilà ce qui advient. On lui retire son assistant de façon brutale. Il a pleuré. Il a demandé. Oui, attends, vous savez, non, son assistant qui est le coach. Vous savez, il y a des gens, non, vous ne savez pas ça. Je veux pas, ne nous livrons pas. Mais son assistant est absent uniquement pendant les matchs. Non, il a tout le temps de le consulter, non? Vous savez, lorsque nous avons une équipe de football, tout est structuré. Tout est structuré. Chacun a son rôle. Chacun a son rôle. Si vous le voulez ou pas, au cours du jeu, au cours du match, l'assistant peut te glisser une information, peut te dire un certain nombre de choses que tu vas implémenter. Et en mettant ça en pratique, ça peut apporter des résultats. Pourquoi jusqu'au moment où nous nous sommes qualifiés pour la CAN, on n'a pas connu tout ça? Parce qu'il était avec son assistant. Tout a commencé lorsque cela est parti. Bon, ça, maintenant, je ne voudrais pas entrer dans le petit jeu que le docteur veut faire. Je n'ai pas envie d'entrer dans ce petit jeu. Moi, je veux tout simplement dire que la responsabilité, s'il faut parler, absence des Lions indomptables au Mondial 2026, le football que vous voyez là, c'est 80% d'abord dans les bureaux. C'est qu'on va au stade là, c'est 20%. C'est d'abord le jeu. C'est le jeu. Si en amont, tout est bloqué, c'est que vous allez voir, les résultats vont se ressentir sur le terrain. Et c'est ce qui est en train de se passer. Au lieu de jeter l'anathème sur le sélectionneur des Lions indomptables, comme beaucoup semblent le faire, parce qu'aujourd'hui, si on doit limoger, on ne peut pas virer le président de la FECAFOOT parce qu'il est président. Voilà. On peut non plus virer. Il sera ce qu'on appelle l'acte gratuit. Non, il sera l'acte gratuit, monsieur Hippolyte Nama. Tout simplement parce que, il n'est pas camerounais. Et de deux, les gens, à peine ce monsieur est arrivé, on avait déjà tout son CV. On connaissait déjà ce qu'il était. Il n'avait jamais fait ceci. Il n'avait jamais fait ceci. Il n'avait jamais fait ceci. Nous avons connu des sélectionneurs au Cameroun qui n'avaient pas. Moi, je parle même. Marc Brice a l'expérience. Qui n'avait pas. Je rappelle que quand même que depuis son arrivée, Marc Brice, le Belge, a livré 17 rencontres, 17 matchs. Et sur les 17 rencontres, il y a eu 11 victoires. 4 matchs nuls, nous avons 2 défaites. C'est-à-dire que 11 victoires, 4 matchs nuls, les qualifications. 2 défaites. Mais oui, justement, les défaites arrivent dans des matchs cruciaux. Notamment, la première défaite, c'était avec le Cap-Vert à Praia. Et la deuxième défaite face au Congo, au Maroc. Oui, pour avoir assisté à la conférence de Marc Brice, les conditions climatologiques, déjà à Praia, Marc Brice, il a posé le problème à la Fédération camerounaise de football. Parce que les fédérations fonctionnent ensemble. Oui. Il a posé le problème en estimant que Praia, le stade de Praia est au bord de l'océan Atlantique. Et là-bas, il y a une forte... il y a un vent violent qui passe. Et les conditions ne permettaient pas à ces joueurs, si on pouvait délocaliser ce match et le jouer dans un stade neutre, même si c'est un stade vide, ça ne dérangerait pas, le match devait se jouer. La FIFA n'a pas accordé, on peut le dire ainsi, et le match s'est finalement joué. Ça valait pour les deux équipes. Ça valait pour les deux équipes, mais sauf que les conditions... Attends, écoutez, sauf que les conditions climatologiques d'un pays, la population s'habitue à ces conditions climatologiques, non? La population s'habitue à ces conditions climatologiques. Ce sont des professionnels. Non, ils vont jouer en Europe, ils jouent des écoute, non, ils ont estimé, ils ont proposé aux sélectionneurs. On ne peut pas jouer dans ces conditions. On ne peut pas. La FIFA a refusé, on a joué, on a perdu le match, n'est-ce pas? Les autres qui ont joué, ils ont gagné.
Mais souvenez-vous qu'on a gagné le premier match de Marc Brice. Était au stade ici à Yaoundé où on a gagné 4-2. C'était le premier test. Imaginez-vous que si ce match-là, Marc Brice avait raté le coach. Non, écoutez. Il vous rappelle que les victoires de Marc Brice n'étaient pas considérées. Les victoires de Marc Brice, vous venez de parler de 11 victoires. 4 matchs nuls et 2 défaites. Statistiquement parlant, est-ce que Marc Brice n'a pas rempli son cahier de charges? Non, le problème n'est pas... S'il vous plaît. Le problème est le résultat. Oui, Isaac Junior, allez. Le résultat. Je suis très choqué qu'on justifie autant et aussi par des arguments aussi faibles, aussi subjectifs. Vous parlez du vent. Vous parlez de l'assistant. Je vous dis que j'ai suivi, j'étais en conférence. J'étais en conférence de presse. J'étais en conférence de presse. Ce sont des propos de Marc Brice. Je ne suis jamais allé à Praia. Qui danse mal accuse son papa. Non, écoute-moi. Mais Marc Brice est un mauvais danseur. Marc Brice n'est pas un mauvais danseur. Il danse mal. Marc Brice n'est pas un mauvais danseur. Vous ne pouvez pas, mais c'est quand même malsain. Il a quand même 11 victoires. Il a 4 matchs nuls et il a 2 défaites. Écoutez, Marc Brice n'a jamais été aimé par les Camerounais. Même si Marc Brice a qualifié les Lions pour la CAN au Maroc. Vous devriez peut-être substituer Hippolyte Nama pour organiser ces débats. Vas-y. Alors, lorsque vous essayez de justifier qu'il a jusqu'à 11 victoires, mais lesquelles? Quelles sont-elles? Voilà. Vous marquez un peu Abouaka Vincent pour marquer autant de buts qu'il va à l'entraînement, mais si le jour du match, il n'en marque pas, l'équipe ne se qualifie pas. Donc, 11 victoires inutiles. Il faut le dire ainsi. Parce que le cahier de charge, n'est pas au niveau du nombre de matchs à gagner. C'est au niveau du nombre de compétitions auxquelles on doit être qualifié. Et voire même qualifié pour la CAN. Oui, mais pas pour le mondial. Ils ont occulté. Ils ont occulté la partie de la CAN depuis parce que d'abord. Ce n'est pas à féliciter parce que ce n'est pas un exploit que le Cameroun soit qualifié à la CAN. Ce n'est pas la première fois aussi qu'un coach ne qualifie pas les Lions indomptables à la Coupe du Monde. Par contre, moi je vais vous dire. Oui. Marc Brice a demandé des joueurs. Tous les joueurs qu'il a demandé sont là. Il a réclamé le retour de Mike Ngade. Vous avez vu le loupé. Non, c'est lui qui a demandé un gars de. Oui. On l'avait excommunié depuis. Oui. Même Abouaka Vincent. Oui, bien sûr, même lui-même, c'est un finissant. Oui. Peut-être on a voulu l'introduire pour battre à tout plus le record de Samuel Eto'o. Non, ce n'est pas ça le débat. Ça, c'est le débat. Non, mais ça, c'est vrai. C'est pas ça le débat. Il faut voir en l'homme Marc Brice un rebelle. C'est un rebelle parce que il arrive dans un pays. Non, c'est un citoyen belge normal. Non, c'est un rebelle. Ce n'est pas une situation normal parce que normal qui collabore avec le Cameroun à partir de l'équipe nationale, à travers l'équipe nationale. On va pas le traiter de rebelle. Non, on ne peut pas le traiter de rebelle. Vous savez si pardonnez le mot, oui, je retire le mot. C'est qu'on a dans notre. Non, c'est parce que ça va aller dans tous les sens. Lorsque Marc Brice accuse tantôt le vent du stade, on dirait que ces joueurs que lui-même a choisis, je ne sais pas, ils étaient paralysés par le vent. Le vent paralyse certains joueurs et autres. Vous avez vu ce match? Non, c'est pas ça le débat. Ça ne peut pas être une raison. La raison, c'est que tactiquement, il n'a pas gagné le match. Il n'a pas su contrecarrer les attaques du Cap-Vert. C'est ce même vent qui a permis au Cap-Vert de marquer et de gagner. On aurait peut-être compris si on avait eu un match de 0-0. Vous voyez un peu. Et puis, la RDC, qui n'est pas aussi... ce n'est pas une nation très fameuse du football. Quand elle doit être comparée au Cameroun. La RDC vient de battre encore que... Même si c'était au tir au but. C'est un manque de concentration des joueurs. Lorsque on vous marque des buts à la dernière minute, ce n'est jamais plus au niveau de la tactique. Si le match avait été nul, on aurait compris que ça a été un match dur. Mais il y a eu un certain relâchement. Et le relâchement est imputable au coach. Peut-être à un moment donné, il s'est assis là, dit bon, le match est fini et tout. Non. Parce que c'est justement à ce moment durant toute la que le coach ne s'est jamais assis. Parce que le temps additionnel, même s'il y a 2 minutes, 3 buts peuvent entrer pendant 2 minutes. Nous sommes d'accord. C'est à ce moment que le coach
est de plus en plus vigilant. Il doit dire à ses joueurs non, resserrer ici ou bien retaper les ballons, mais ça n'a pas été fait. Sinon, comment est-ce que les ballons continuent d'arriver à la surface? Pourtant, nous sommes presque à la fin du match. Lorsque les ballons continuent de circuler à la surface, il y a à tout moment le but peut entrer. C'est-à-dire une frappe déviée, une frappe même mal cadrée peut être déviée par quelqu'un d'autre et puis ça entre. Donc on ne peut pas dédommager Marc Brice. Malheureusement, il est l'unique responsable sur le plan pragmatique. Il est l'unique responsable de l'élimination des Lions. Je vous ai dit que le football c'est 80% d'abord au bureau et 20% sur les stades. Docteur Yannick Néliabanda, on va revenir dessus. Est-ce que le départ de l'assistant, vous l'avez appelé l'assistant de Marc-Brice, Joachim Monunga, peut être à l'origine de la mollesse de l'équipe nationale aujourd'hui? C'est-à-dire que le départ, est-ce qu'il est venu fragiliser cette sélection du moment où on dit qu'il est l'assistant de Marc-Brice et bien techniquement, il accompagne bien le sélectionneur? Mais monsieur Hippolyte Nama, si c'est vers ça qu'il faut tendre en termes de raisonnement, ça veut dire que nous avons un sérieux problème au Cameroun. C'est pour cela que j'ai parlé de la logique de la décolonisation. Ça veut dire que même le sélectionneur que nous avons pris, nous avons un problème de sélection. Vous comprenez? Un sélectionneur de la dimension de Marc Brice, si tant est qu'il ne peut pas travailler avec le Cameroun sans son assistant, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de lui. C'est ce que ça veut dire. Pourquoi? Parce qu'il est un sélectionneur. C'est lui qu'on prend pour l'équipe nationale. Son assistant, comme son mot l'indique, ne fait que l'assister. Ce n'est pas son assistant qui entraîne l'équipe nationale. Et donc, par conséquent, les obligations qui sont les siennes sont par ricochet celles de son assistant et non prioritairement celles de son assistant. C'est ce que ça voudrait dire. Si donc, nous avons un schéma où un entraîneur ne peut pas travailler sans son assistant qui est son idole, qui est son fétiche peut-être, ça veut dire que nous avons nous-mêmes un problème au niveau de la sélection de cet entraîneur. Ça veut dire quoi? Je l'ai dit tantôt, lorsque le sport, le Cameroun particulièrement m'intrigue quand on parle de football, c'est que j'ai l'impression que le football est le seul sport ou la seule activité où on recrute des gens en regardant les CV sans prêter attention à leur fait d'âme, sans prêter attention à leur capacité à s'adapter, à travailler en milieu difficile. Parce que quand vous déposez vos emplois, vos demandes d'emploi, des emplois, vous voyez parfois dans les conditions, on vous dit avoir la capacité à travailler dans des... J'ai l'impression que... Sous pression. Voilà, oui, 5 ans d'expérience, travailler sous pression, travailler dans un milieu hostile. On vous demande ça, hein? Un jeune sort à peine de l'université, je vois ça là, le gars a sa licence, il veut se battre, quand on le recrute quelque part, on lui demande 5 ans d'expérience, il a 23 ans. Il faut qu'il ait eu les 5 ans d'expérience là où? Vous voyez? Donc, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui lui donne une opportunité pour travailler. Mais ne trouve pas ça. Ça, c'est pour un jeune qui veut se battre, pour un salaire peut-être de 150 000. Mais vous voulez recruter un coach à qui vous allez payer à titre de millions. Vous ne mettez pas sur les éléments de base en termes de contrat les contraintes professionnelles qui peuvent survenir du fait que le milieu peut être hostile. Et donc on se dit, ok, on veut justifier que non, vraiment il n'a pas produit de résultats parce que son assistant n'était pas là. Ça veut dire que sans son assistant, il n'est pas un coach. C'est ce que ça veut dire, de manière logique. Mais ce n'est pas ce que moi je voudrais qu'on comprenne ou qu'on retienne. Ce qu'on doit retenir, c'est que le Cameroun a besoin, comme je l'ai indiqué, d'une décolonisation mentale. Décolonisation mentale ici suppose et voudrait dire que si nous devons recruter nos coachs, nos sélectionneurs, peut-être qu'il est temps de regarder véritablement, et ça en termes de politique d'import, substitution de la ressource humaine, les personnes, les Camerounais qui ont le profil et qui peuvent faire, qu'on mette à leur disposition les mêmes moyens qu'on met à la disposition de ceux qui viennent d'ailleurs. Parce que ceux qui viennent d'ailleurs ne vont jamais, je dis bien, permettre, et ne vont même pas permettre un seul instant qu'un Camerounais se retrouve au coach de leurs équipes nationales. Pourquoi? Parce qu'ils croient en leurs ressources humaines. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on impose l'import substitution juste en ce qui concerne la consommation? L'import substitution concerne également la ressource humaine. Il faudrait qu'on comprenne ça comme ça au Cameroun. Ça, c'est mon point de vue. C'est pour cela que je dis, vraiment, sortons de ces schémas-là. La preuve, on a remplacé, vous l'avez dit tout à l'heure, je crois, 12 coachs. Les 12 coachs, là, regardez les nationalités. Tantôt hollandais, tantôt ceci, tantôt... C'est-à-dire, on essaye des choses qui viennent de partout, mais sans essayer permanemment ce qui vient de chez nous. La greffe peut-être ne prend pas aussi à partir de là. C'est peut-être aussi pour ça qu'on ne peut pas faire des grands scores lorsqu'il faut aller en Coupe du Monde, lorsqu'il faut aller... Donc, on se limite à nos capacités. Quand on peut, on gagne une Coupe d'Afrique de manière plus ou moins hasardeuse, comme on disait tout à l'heure, j'ai entendu, en 2017. C'est-à-dire qu'on reste là comme dans... Il n'y a pas une structuration en termes de politique sur le long terme.
Peut-être qu'il faudrait que sur le long terme, nous aussi, on produise des entraîneurs qui sont capables d'aller dompter l'étranger, qu'on peut donc prendre peut-être, rêvons un peu un instant, est-ce qu'on peut rêver qu'un coach camerounais qui a cette formation-là peut coacher l'équipe française? Est-ce qu'on peut rêver comme ça? Et ce serait peut-être bon qu'on rêve comme ça. Moi, c'est pour ça que je préfère m'inscrire dans cette pérennité. Là, je parle véritablement de l'export substitution des ressources humaines. Consommons aussi le potentiel des Camerounais au sens où cela nous permettrait, ça nous éviterait justement de rentrer permanemment dans ce genre de discussions qui font qu'aujourd'hui, on peut avoir une grille d'analyse qui rentre dans le champ de, comme c'est un expatrié, il peut écrire la victime expiatoire à l'autel du sacrifice. C'est tout. Comme n'est pas C'est ceci, c'est ce qui s'est passé avec le Hollandais, mais sauf que vous avez cité tout à l'heure le professeur Zogo qui aurait qualifié les deux acteurs là de Playboy. Ça veut dire que quand il a qualifié ça, c'était aussi des victimes expiatoires. D'accord? On peut avoir, c'est le même problème qu'on a vu avec Paul Le Guen, c'est le même problème qu'on peut avoir. À un moment donné, peut-être qu'il est question que les Camerounais se ressaisissent et qu'on se dise sur 15 ans, voilà la politique sportive en ce qui concerne le football. Recrutement des entraîneurs, nous prenons uniquement des nationaux. Moi, je pense, si c'est une proposition. Oui, c'est une proposition. Oui, c'est une proposition. Moi, je suis totalement entraîneur. Et je pense même, vous savez, au Nigeria, par exemple, je ne vous ai pas coupé, excusez-moi, même si je parle. Au Nigeria, l'État a décidé de mettre en berne le football pendant une période donnée, afin de restructurer. En France, on a vu, au lendemain de la Coupe du Monde en 2010, où la France est sortie, et il y a eu les états généraux en France du football, où les responsabilités ont été partagées. Je pense qu'on ne doit pas dire que tel est bon et que l'autre est mauvais, dans le cas d'espèce au Cameroun. C'est pour ça que je ne veux pas peut-être Je fais tout pour ne pas dire que tel a tort, tel a raison, et que voilà celui qu'on doit mettre à l'autel du sacrifice. Non. Je pense que le chef de l'État, ou alors les personnes qui peuvent décider de décider de prendre l'affaire football en main, écrivent à la FIFA et demandent à la FIFA même de... Là, c'est l'État du Cameroun qui demande maintenant de suspendre le Cameroun pendant une période même de 5 ans. Vous comprenez un peu? Afin que nous puissions faire une sorte de... l'aggiornamento. Voir ce qui ne va pas, trouver les failles. Ils viennent de proposer quelque chose de très formidable. Et là, vous voyez personne n'a jamais refusé la nationalisation. Le Cameroun est une nation de football. Le football est le sport qui déchaîne tous les pays du monde, qui déchaîne des passions. Pays. Alors, pensez-vous que si on dit aujourd'hui, d'accord, le Cameroun est suspendu pour 5 ans, et là, ça c'est le peuple. Je dis que c'est l'État du Cameroun qui demande en ce moment-là. Oui. L'État du Cameroun demande on veut faire l'aggiornamento. Pour porter le peuple. Attends, parfois lorsque... Pour régler une situation, il faut parfois se faire violence. En France, la France est une nation de football. Je vous dis qu'en 2010, la France c'est... C'est-à-dire que pendant près de 2 ans ou 3 ans, la France était suspendue de toutes les compétitions. Souvenez-vous. Il fallait connaître... Le président Sarkozy, c'était Nicolas Sarkozy à l'époque. À quelle année? En 2010, c'est lui. Oui, Sarkozy prend le pouvoir en 2007. Chaque joueur passait à l'enquête pour connaître. La première victime était le président de la Fédération française de football. D'abord, on n'a pas cherché à mettre le code. La première victime, on a estimé sur la base des enquêtes menées au niveau des joueurs. Mais chez nous, je ne veux pas que ça se passe comme ça. Qu'on mette tout ça en berne et que les Camerounais sentent ce qu'on va maintenant proposer, ceux qui viendront maintenant gérer ces affaires de football. On aura plus ceci, on aura plus ceci, on aura fait un toilettage général. Et là, en ce moment-là, les lions indomptables, comme vous dites, ne pourront plus manquer dans les compétitions internationales. Moi, c'est mon... Docteur Christian Bruchionneau, je ne sais pas. Ça peut être une solution, hein. Oui. Ça peut être une solution, mais je rappelle que ce que ça sera difficile, mais pour le moment, ça sera difficile, mais je crois qu'il faut se faire violence. Oui, n'est pas différent de ce qu'on propose. Parce que si nous restons dans la même continuité, M. Hippolyte Nama, on aura toujours les mêmes problèmes. Entre 2000 par exemple, et 2025 aujourd'hui, ça fait à peu près 25 ans. Ça fait 25 ans. Exactement. Aujourd'hui, le Cameroun a connu 20, je dis bien 20 sélectionneurs. Oui, 20. Combien de présidents de fédération? A dit 20 sélectionneurs. On est parti des normalisations à président,
C'est un peu difficile. Docteur Christian Brusselot, vous avez souhaité réagir sur un pan. Je réagis sur le même pan que les autres. Vous voyez, le Cameroun, vous parlez tout à l'heure des coachs. Vous n'avez pas fini de tout citer. Les coachs, les commissions ad hoc là, qui ont remplacé les normalisations. Oui. Les coachs, les normalisations. Et maintenant, la navette sportive qu'on a aujourd'hui. C'est quand même qu'après le départ d'Ia Mohamed, je pense que la première normalisation, c'est Joseph Oona. Automatiquement. Oui, Joseph Oona. Après Joseph Oona, Tombi Aroko président. Tombi Aroko, Franck Api. Normalisation encore. De Franck Api. Voilà, après Franck Api, maintenant Samuel Eto'o. Monsieur Hippolyte Nama, tout ce qu'on cite là, c'est pour démontrer la profondeur du problème, du malaise du football camerounais. Et je le dis encore, le football camerounais souffre d'un professionnalisme. Il a dit tout à l'heure que les résultats que vous voyez sur le terrain dépendent d'abord de l'administratif. Si l'administratif n'a pas pris en main un certain fonctionnement professionnel vis-à-vis, de lui-même, et de deux, pour l'implémenter aux joueurs pour qu'ils aillent sur le terrain, ce sont des combattants. Honnêtement parlant, l'administratif ne transmet pas les armes aux joueurs de pouvoir conquérir sur le terrain. Ce qui fait que on a sur ce point un désordre. Et quand je parle de professionnalisme, c'est une question de désordre. C'est parce que les uns ne font pas ce qui leur est dévolu comme compétence ou bien comme rôle dans ce qu'ils doivent faire afin que l'équipe nationale rayonne. Les fautes sont ici partagées. Les fautes sont ici partagées entre le MINSEP et la FECAFOOT. C'est ce que je veux comprendre. Oui. Les fautes sont partagées dans la mesure où tout un chacun devrait, là où il doit faire allégeance à tel qu'il le fasse, là où il ne peut pas, qu'il restitue le droit tel qu'il faut. Vous n'allez pas me dire que j'ai entendu beaucoup de choses sur le plateau, même s'il faut convoquer le contrat de Marc Brice. Si à un moment donné, les éléments qui structurent le contrat ne permettent pas le travail du co-contractant, il y aura problème de résultat. Il y aura problème de résultat. À un moment donné, moi j'aurais souhaité que le président de la FECAFOOT accordât cette place de Mununga sur le banc et que de mettre Marc Brice devant les faits accomplis. Exactement. Devant une telle situation chaotique qui est la défaite, l'élimination du Cameroun à la prochaine Coupe du Monde. J'aurais préféré, moi à sa place, parce qu'il y avait déjà eu beaucoup de tiraillements au sein de cette histoire, j'aurais préféré que le président de la FECAFOOT accordât cette place à Mununga sur le banc camerounais. De telle enseigne que lorsque les résultats arrivent ainsi, il fait du conspiratisme. Qu'il se dédouane. À ce niveau, il se dédouane. Je dis pourquoi ça n'allait pas passer. À ce niveau, il se dédouane. Maintenant donc, à un moment donné, lorsque cela arrive, oui, les uns et les autres prendront parti que non, c'est parce qu'on lui avait arraché, on lui avait amputé un pied. Chacun est libre de trouver ses éléments de défense. On lui avait amputé un pied, c'est la raison pour laquelle... 10 secondes, ce que vous proposez. Que chacun respecte sa place au sein de l'échiquier footballistique camerounais. D'accord. En 15 secondes. Je suis de ceux qui pensent que la FECAFOOT est un service décentralisé du ministère des Sports et que lorsque la hiérarchie parle, c'est la règle basique en management. La hiérarchie doit être respectée. Si on ne respecte pas la hiérarchie, le désordre va se pointer. Et que, Monsieur Hippolyte Nama, je ne souhaite pas que la faute, comme vous dites,
La responsabilité que vous cherchez preneur, vraiment, cette responsabilité ne doit pas être attribuée à X ou Y, Z. Je pense, comme je vous l'ai dit en amont, le football camerounais va mal, que l'État prenne ses responsabilités. D'accord. Yannick Nielé? Non, moi je l'ai dit, il faut certainement restructurer les mentalités des Camerounais. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que nous devons aller dans une politique de nationalisation véritable, n'est-ce pas, de notre football. C'est bien que ce soit fait à l'Africafoot. Je préfère souligner l'Africafoot est sous la tutelle du MINSEP. L'Africafoot n'est véritablement pas, n'est pas du tout un élément, que ce soit décentralisé ou déconcentré du MINSEP. C'est pour cela qu'il y a problème. C'est-à-dire dans la compréhension même des éléments. Oui, la solution. La solution, je l'ai déjà indiqué, c'est qu'il faut réfléchir dans le sens, n'est-ce pas, de la nationalisation du potentiel pour le coaching des équipes. Voilà ce que moi je peux dire. Exactement. Il y a des restructurations qui avaient déjà été entamées par le président de l'Africafoot, notamment la nationalisation du coach. Malheureusement, comme dans toute restructuration, il faut du temps. Il y a eu impatience des Camerounais. Je pense qu'il faudrait laisser le président de l'Africafoot travailler, et c'est après qu'on verra au niveau de la nationalisation du coach. D'accord. D'accord. Voilà. On va convoquer peut-être aussi ceux qui ont eu à diriger notre équipe de football et qui ont connu des prouesses. On va parler de la génération 90 jusqu'en peut-être 2017, traversant 2000. Et peut-être en 2 minutes, puisqu'il nous reste 1 minute 30, je vais lire quelques... Ce sont des légendes qui ont marqué le football camerounais qu'on veut couvrir aujourd'hui et présenter une seule personne. On va rappeler justement celui-là qui est le meilleur marqueur. Qui est Cécile. L'émission est terminée. On va rappeler quelques noms. On va rappeler quelques noms des entraîneurs. S'il vous plaît. On va rappeler quelques noms d'entraîneurs aujourd'hui, juste pour la mémoire de ceux qui sont amoureux du ballon rond, qui ont connu justement ces belles époques. En 90 et 92, on a eu Philippe Le Redon, entraîneur camerounais qui était de nationalité française. 92, 93, Jules Yonga, camerounais. 93, Seke Leona, Henri Michel, 94, 96, Jules Yonga également, 96, 97, Henri Despereux, que vous avez connu, nationalité belge, Manga Ongué en 97, 98, Claude Leroy, nationalité française, Jean Manga Ongué reprend en 99, 2001, Pierre Lechantre français, 2001, Jean-Paul Akono, Cameroun, 2001, 2005, Wilfried Schaeffer, l'allemand. Arthur Georges prend entre 2005 et 2006, il est portugais. 2006-2007, Henri Hahn, il est hollandais. 2007-2009, Otto Pfister, allemand. Thomas Nkono, camerounais. 2009-2010, Paul Le Guen, français. 2010, Jacques Songo, camerounais. 2011-2012, Javier Clémenté. 2012, Denis Lavagne, français. 2012-2013, Akono, Jean-Paul, camerounais. Volker Finkeve en 2013. 2015, Belinga Alexandre. 2016, Hugo Bros. 2019, Clarence Sidorf et Patrick Kluver. 2020, Antonio Konsi Sao. 2022, Rigobert Sombaranak. Et après Rigobert Sombaranak, l'actuel, c'est le Belge Marc Brice. C'est donc terminé pour la production de ce lundi. Votre émission ici, La République, rentre en gare. Demain est un autre jour. Restez sur les programmes de Cam10 Télévision. Bon début de semaine. En novembre, seulement sur Canal+. On vient de signer Michael Jordan. Oh, il fait où ça être Donc faut vraiment que tout soit parfait. Le son, les lumières. Cinéma, sport, séries et grands spectacles, les cadeaux sont déjà là. Jusqu'au 30 novembre, le décodeur HD est à 1000 francs pour 2 mois d'abonnement à la formule Access. En plus, la parabole et l'installation sont offertes. Et si vous vous réabonnez à votre formule habituelle, profitez de 15 jours à toutes les chaînes ainsi qu'à l'option. Venez enfin découvrir votre parfumerie JD New Look, la seule et unique parfumerie au Cameroun où vos produits de beauté pour tout type de peau sont conservés selon les normes internationales. Vivez une journée exceptionnelle et de douceur grâce à nos produits américains et français. Le matin, pour votre bain, vous avez le choix entre nos savons et nos gels d'origine. Et juste après, nous vous proposons nos laits adoucissants et hydratants pour votre corps. Laissez-vous séduire et séduisez vos proches toute la journée grâce à nos parfums d'origine.
Une fois de retour à la maison, utilisez nos gels adoucissants, nos laits et nos crèmes clarifiants, unifiants et réparateurs pour un sommeil de rêve. Nous sommes la parfumerie JD Nielo. Retrouvez-nous à Yaoundé, en dessous du supermarché d'offres Mokolo, et à Itoudi, au nouveau complexe commercial, boutique 21. Infoline 672 71 48 52. Parfumerie JD, l'original. Bienvenue à Promo Construction. Je vous amène balader nos ateliers pour le processus de fabrication des meubles. On y va. Découvrez l'essence du savoir-faire.